Cunan est un jeune aristocrate issu d'une famille influente du royaume, et on pourrait penser que sa vie est formidable, mais regardez sa famille assise autour de lui. Eh bien, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire, car il est aveugle. Il possède ce qu'on appelle la cicatrice du héros, ce qui fait qu'il est complètement aveugle depuis sa naissance, ce qui le rend très déprimé. Sa servante personnelle, Ako, doit le guider partout où il va, mais pour donner une occupation à Cunan, elle l'encourage à apprendre la magie. Après tout, il possède un emblème de magie de l'eau, ce serait donc dommage qu'il n'apprenne pas à s'en servir. Il est présenté à son professeur de magie, Génie, qui se réjouit de pouvoir enfin rencontrer Cunan en personne. Elle se présente, puis ils commencent leur première leçon de magie de la journée, un sortilège de base pour créer une boule d'eau. Après avoir enseigné l'incantation à Cunan, celui-ci s'essaie au sort et parvient à créer une petite boule d'eau. Génie est impressionnée par la performance de Cunan et lui dit qu'elle voit qu'il a de grandes aptitudes, mais Cunan ne voit rien, alors il lui demande de lui expliquer ce qui vient de se passer. Génie lui explique qu'il a réussi à créer une boule d'eau de la taille d'un globe oculaire, mais c'était un très mauvais choix de mots. Elle craint de l'avoir offensé, mais Cunan vient de réaliser que la magie peut prendre la forme d'un globe oculaire et que s'il en apprend suffisamment, il pourra peut-être se créer de nouveaux yeux. Avec l'espoir retrouvé de pouvoir un jour recouvrer la vue, Cunan devient intrigué par le monde qui l'entoure et commence à essayer d'apprendre autant qu'il le peut. L'ancêtre de Cunan, le héros de cette nation, Istor, a vaincu le seigneur démon, mais il a perdu un bras et une jambe au cours de la bataille, et depuis lors, ses descendants naissent souvent avec un membre en moins, que ce soit un bras, une jambe ou la vue. C'est fou, car imaginez être blessé si gravement que vos descendants finissent par souffrir de vos blessures avec vous. Cunan a peut-être perdu à la loterie génétique, mais il ne va pas laisser cela le freiner plus longtemps. Il jure qu'il va trouver un moyen de se créer de nouveaux yeux grâce à la magie, mais pratiquer la magie est en réalité très difficile. Il est à bout de force après avoir lancé quelques sorts basiques, et s'il veut se créer de nouveaux yeux, il ne peut pas rester comme ça, il doit donc trouver un moyen de renforcer son corps. Normalement, courir serait un bon moyen d'augmenter son endurance, mais Cunan n'est pas vraiment équipé pour cela. Ako lui suggère donc de s'entraîner au maniement de l'épée à la place, et elle a même l'instructeur idéal en tête. Cunan passe les heures suivantes à s'entraîner avec Maître Oro pour améliorer son endurance, puis Génie arrive pour poursuivre ses cours de magie avec lui. Elle voit que Cunan a travaillé dur avec l'épée et lui demande s'il veut faire une pause, car il doit être fatigué après tout cet entraînement, mais il lui répond qu'il veut continuer. Dans ce cas, Génie suggère de commencer par revoir le sort d'eau qu'elle lui a enseigné la dernière fois, mais alors qu'elle s'attendait à ce que Cunan ait progressé de la même manière que la dernière fois, à sa grande surprise, il crée immédiatement cette boule d'eau parfaite d'un seul coup, et elle sait qu'elle ne lui a pas enseigné cela. Pendant ce temps, au palais royal, la princesse Mirica vient d'être informée qu'une calèche a été préparée pour qu'elle aille rendre visite à Cunan, mais elle n'a pas vraiment envie d'y aller. Cunan et Mirica ont été fiancés dès sa naissance, car il est né avec une cicatrice de héros. Il s'agit donc d'un mariage politique important, mais elle pense que Cunan ne l'aime pas du tout. Elle lui rend visite de temps en temps afin qu'ils puissent apprendre à se connaître, mais il est toujours très sombre en sa présence, et malgré tous ses efforts pour lui remonter le moral, il répond toujours que rien n'a d'importance car il est aveugle et incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Malgré tout, la servante de Mirica lui dit qu'elle doit quand même aller le voir, alors elle finit par accepter et se rend chez Cunan. Cependant, cette fois-ci, lorsqu'elle le rencontre, il semble beaucoup plus heureux que la dernière fois qu'elle l'a vu. Elle lui demande si quelque chose lui est arrivé récemment, et Cunan lui explique qu'il est récemment tombé amoureux de la magie et que cela lui a redonné espoir. Il s'excuse d'être toujours si sombre en présence de Mirica et lui demande si elle aimerait écouter certaines de ses histoires, car il a appris beaucoup de choses amusantes récemment. À la fin de la journée, Mirica quitte la maison de Cunan. Cette fois-ci, elle s'est vraiment beaucoup amusée à jouer avec lui, et elle a hâte de revenir lui rendre visite. Plus tard dans la nuit, de retour à l'appartement de Génie, celle-ci panique car elle ne sait pas quoi enseigner à Cunan pour sa prochaine leçon. Elle a accepté ce travail pensant qu'il serait facile de gagner de l'argent en enseignant la magie élémentaire à un enfant de 7 ans pendant quelques années, mais après seulement quelques leçons, Cunan maîtrise déjà tout. Elle se demande si elle devrait commencer à lui enseigner la magie intermédiaire, mais elle ne peut pas prendre ce risque car, même si la magie est pratique, elle n'est pas forcément sans danger, et elle pourrait avoir des ennuis pour lui avoir enseigné des sorts dangereux si tôt. Cependant, elle n'est pas prête à abandonner car elle a des factures à payer, et elle va trouver une leçon parfaitement sûre pour Cunan afin de pouvoir continuer à toucher son salaire. Le lendemain, lorsque Cunan et Génie se rencontrent, elle lui dit que la leçon d'aujourd'hui sera un peu différente. Il maîtrise déjà la boule d'eau, mais il s'agit d'un sort composé, elle veut donc qu'il essaie d'apprendre à en ajuster les différents aspects. Cunan suppose qu'elle parle de la façon dont il crée l'eau, la fait flotter dans les airs et maintient sa forme de boule en suspension, et elle lui dit qu'il a raison, mais qu'il y a beaucoup plus que cela. Des éléments tels que la température, le goût et la couleur peuvent également être ajustés, et pour le démontrer, elle crée 2 boules d'eau devant lui. Quand il les touche,
Il remarque que l'une est froide tandis que l'autre est chaude, et il semble comprendre le concept que Jenny essaie de lui expliquer, alors il décide d'essayer. Jenny est surprise de l'entendre dire cela, car elle avait prévu de lui enseigner cette leçon au cours des prochaines semaines, mais rien qu'à partir de ses explications, il comprend déjà les bases de la technique et a même réussi à créer de l'eau aromatisée au jus de fruits. Certes, c'est encore très difficile pour lui, il va donc devoir beaucoup s'entraîner. Le lendemain, Ako s'apprête à lui préparer une boisson, elle demande donc à Cunan de lui faire de l'eau chaude, ce qu'il fait, mais alors qu'il lui apporte l'eau, Cunan aperçoit le bol de pommes en dessous, et là, attendez une minute, Cunan vient de voir ses pommes. Il panique et renverse l'eau, car c'est la première fois qu'il voit quelque chose, mais quand Ako lui demande si cela signifie que ses yeux fonctionnent, il explique que ce n'est pas le cas. C'est plutôt comme s'il avait pu utiliser sa magie pour identifier l'objet, ce qui est une avancée stupéfiante, car cela le rapproche un peu plus de son objectif, créer des yeux avec la magie. Pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est différencier les pommes rouges des pommes vertes, mais il n'a toujours aucune idée de ce à quoi ressemblent la plupart des couleurs, il va donc devoir s'entraîner beaucoup pour s'y habituer. Peu de temps après, Ako va annoncer la bonne nouvelle au père de Cunan, qui est stupéfait d'apprendre que Cunan peut désormais voir. Ako explique qu'il ne peut voir qu'à une courte distance de son corps grâce à sa magie, mais qu'il peut facilement identifier les couleurs, ce qui équivaut à une vision normale. Il est également capable de lire des livres en suivant les couleurs des images. Il ne comprend toujours pas les mots, car il n'a jamais appris à lire quand il était enfant, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne maîtrise cela, et le père de Cunan est heureux de l'apprendre. Plus tard dans la journée, Cunan se prépare pour son cours de magie habituel avec Jenny, mais pendant qu'il attend son arrivée, il a une idée et décide de surprendre Jenny en lui montrant à quel point sa magie s'est améliorée. Pour ce faire, il crée une énorme boule d'eau rouge dans les airs, et Ako trouve cela magnifique, mais un instant plus tard, sa famille vient voir comment il va, et Cunan est tellement excité de les voir qu'il perd le contrôle de la boule d'eau et l'éclabousse sur lui-même et Ako. La mère de Cunan est horrifiée en le voyant dans cet état, mais il ne comprend pas pourquoi elle en fait toute une histoire, puisqu'il est simplement recouvert d'eau rouge. Ako lui explique que la couleur rouge peut être un peu dérangeante pour la plupart des gens, car c'est la même couleur que le sang humain, mais Cunan n'avait aucune idée que le sang était rouge. Cunan passe la plupart de son temps libre à lire, ce que son père a remarqué. Il convoque donc Ixio, le frère de Cunan, dans son bureau pour lui faire part de ses projets. Il dit à Ixio qu'il envisage d'envoyer Cunan à l'école maintenant qu'il est capable de prendre soin de lui-même, mais qu'il aura besoin qu'Ixio veille sur lui autant que possible en tant que frère aîné. Quelque temps plus tard, Cunan est convoqué à la succursale principale pour rencontrer son père, mais il ne sait pas de quoi il s'agit, car il n'a rien fait de mal récemment. Lorsqu'il rencontre enfin son père, celui-ci lui annonce qu'il a une nouvelle très importante à lui communiquer. Selon le tuteur de Cunan, celui-ci a déjà terminé la plupart des matières enseignées à l'école pour enfants nobles, même s'il n'y a jamais mis les pieds. Il se demande si Cunan est curieux de savoir ce que l'on ressent lorsqu'on va à l'école, mais Cunan répond qu'il n'est pas particulièrement intéressé par la scolarité. Après tout, il ne voudrait pas être un fardeau pour ses camarades de classe, et il a ses propres objectifs à atteindre. Il demande à son père si le fait qu'il ne souhaite pas aller à l'école pose problème, et c'est en quelque sorte le cas, car l'école est obligatoire pour tous les enfants nobles et, techniquement, Cunan est déjà inscrit, du moins sur le papier. Mais en raison de sa situation particulière, son père a obtenu du roi qu'il fasse une exception pour lui. Cependant, maintenant que Cunan a appris à voir suffisamment bien pour se déplacer seul, son père pense qu'il est temps pour lui d'envisager de retourner à l'école. Cunan demande s'il essaie de se débarrasser de lui à cause de l'incident de l'eau rouge, et le père de Cunan est encore un peu contrarié à ce sujet, mais ce n'est pas la raison. Il dit cela pour le bien de la princesse Mirica, car si Cunan ne va pas à l'école, cela lui donnera une mauvaise image auprès des autres nobles. Et même s'il ne se soucie pas de son image publique en tant que futur mari de Mirica, toute opinion négative à son sujet aurait également des répercussions sur elle. Cunan comprend le point de vue de son père, alors il accepte d'aller à l'école, mais il pense toujours que ce sera une perte de temps, car il n'y a rien de nouveau à apprendre là-bas. Son père lui dit qu'il n'a pas besoin d'assister aux cours, il doit juste passer tous les examens nécessaires pour obtenir son diplôme, et comme il a déjà terminé le programme avec son tuteur, cela devrait être facile pour lui. Peu de temps après, Cunan rencontre Mirica pour lui annoncer qu'il va bientôt aller à l'école. Elle est très enthousiaste, car cela signifie qu'elle pourra passer plus de temps avec lui à l'école, mais Cunan est un peu inquiet, car si Mirica est tout le temps avec lui, tous les garçons qui ont le béguin pour elle seront jaloux et pourraient s'en prendre à lui. Mirica lui dit que tout ira probablement bien, mais pour être honnête, cela ne semble pas très rassurant, alors Cunan pense qu'il devrait probablement se procurer une nouvelle baguette pour se défendre. Le jour du départ, Cunan et Ixio montent dans une calèche pour se rendre à l'académie, mais pour rendre le trajet un peu plus confortable, Cunan jette un sort d'eau sur les roues afin qu'elles agissent comme des amortisseurs. Ixio est impressionné par les progrès réalisés par Cunan en matière de magie, mais Cunan répond qu'il est juste devenu un peu plus fort, ce n'est donc pas grand-chose. Il s'excuse également,
car il est certain d'avoir beaucoup inquiété son frère avec sa dépression, mais il est désormais déterminé à survivre quoi qu'il arrive, et Ixio n'a donc plus à s'inquiéter pour lui. Ixio est heureux que Kunan ait changé pour le mieux, mais Kunan déclare alors qu'il fera tout pour réussir, même si cela signifie que le reste du monde doit périr, ce qui le fait basculer du côté des méchants, et Ixio recommence à s'inquiéter un peu. Ils finissent par arriver à l'école et Kunan peut entendre les voix de dizaines de nouvelles personnes à la fois. Dans le passé, il aurait immédiatement renoncé sans même essayer, mais plus maintenant. Il demande à Mirika de lui prendre la main alors qu'ils entrent tous les deux dans le bâtiment, et près de l'entrée, un professeur l'attend pour le rencontrer. Cast a été chargé d'accompagner Kunan et de le surveiller pendant les examens de passage dans la classe supérieure, mais elle est un peu inquiète car elle a entendu dire que Kunan était un garçon timide et réservé et elle ne sait pas trop comment s'y prendre avec quelqu'un comme lui qui refuse de socialiser. À sa grande surprise, quelques instants plus tard, elle voit Kunan et Mirika passer avec Ixio et ils semblent tous discuter normalement. Elle les rattrape et se présente comme la professeure qui sera chargée de s'occuper de Kunan aujourd'hui, et Kunan lui dit qu'il est ravi de la rencontrer. La cloche sonne peu après, Mirika et Ixio doivent donc se rendre dans leurs classes respectives. Mirika dit au revoir à Kunan et lui donne rendez-vous à la cafétéria pour le déjeuner une fois qu'il aura terminé ses examens. Pendant ce temps, depuis le 2e étage, le frère aîné de Mirika l'observe et voit à quel point elle est heureuse avec Kunan. Il pourrait donc la soutenir, mais non, il préfère être méchant, et il a l'intention de confronter Kunan dès qu'il le trouvera. Pendant ce temps, Kunan vient d'arriver dans la salle d'examen, et Cast lui explique les bases. Il doit passer 5 examens. Et normalement, ces examens sont répartis dans le temps pour donner aux élèves le temps de se préparer, mais une exception a été faite, et il sera autorisé à passer les examens les uns après les autres. Kunan s'excuse auprès d'elle pour le dérangement, expliquant que son père et le roi sont pratiquement les meilleurs amis du monde, et qu'ils ont probablement tiré quelques ficelles pour forcer l'école à faire une exception pour lui. Il se lance alors dans une digression sur la proximité entre son père et le roi, mais elle ne veut vraiment pas en entendre parler, car elle préfère rester en dehors de la politique de la haute société. Une fois les examens terminés, Cast se rend dans la salle des professeurs pour les corriger. Elle pensait devoir truquer un peu les notes de Kunan pour s'assurer qu'il réussisse, puisque le roi le soutient, mais il a en fait réussi tous les examens tout seul, ce qui n'a aucun sens pour quelqu'un qui a séché l'école jusqu'à présent. Après l'examen, Kunan retrouve Mirika, et ils s'apprêtent à déjeuner ensemble quand soudain, Lyle les interrompt. Mirika semble avoir peur de son frère, car il a des tendances violentes, mais Kunan ne sait pas que Lyle est le frère de Mirika et franchement, il s'en fiche, car si Lyle contrarie Mirika, il doit partir. Kunan s'apprête à s'en prendre à Lyle, mais à ce moment-là, Ixio arrive et se place devant lui pour essayer d'apaiser les tensions. Il demande poliment à Lyle de laisser Kunan et Mirika tranquilles, et il ne peut pas faire grand-chose d'autre, car il ne peut pas se permettre d'être impoli envers le 6e prince du royaume. Cependant, pendant que Lyle criait sur Ixio, Kunan jette secrètement un sort et rassemble des gouttelettes d'eau autour de l'entrejambe du pantalon de Lyle avant de faire semblant de ne rien remarquer et de crier « Oh non, le prince Lyle vient de faire pipi dans son pantalon ». Tous les regards se tournent instantanément vers l'entrejambe de Lyle, et même s'il n'y avoir fait pipi sur lui-même, les preuves sont accablantes. Pour éviter une humiliation supplémentaire, il est contraint de partir. Ixio et Mirika sont soulagés que Lyle soit parti, mais ils savent tous deux que Kunan est forcément derrière cette histoire de pipi. Kunan évite la question et change de sujet en demandant aux autres ce qu'ils aimeraient manger pour le déjeuner. Après s'être assis, Kunan demande aux autres s'ils savent pourquoi Lyle faisait tout un plat plutôt sans raison, et Mirika lui dit que c'était probablement pour la tenir en respect. Lyle est le 6e prince, tandis qu'elle est la 9e princesse, donc elle est en dessous de lui dans la hiérarchie royale. Mais puisqu'elle est fiancée à Kunan, un sorcier qui possède la cicatrice du héros, cela la place dans une position bien plus élevée en termes de statut. Il se sent probablement menacé à l'idée que Mirika le dépasse dans la hiérarchie, alors il essayait d'établir sa domination, mais ce n'est pas forcément une mauvaise personne. Kunan a un peu l'impression d'avoir peut-être exagéré plus tôt, alors il se demande s'il devrait s'excuser pour ce qu'il a fait, mais les autres rejettent immédiatement l'idée et lui disent que Lyle a eu ce qu'il méritait après le coup qu'il a tiré aujourd'hui. Le temps passe, et de retour à la maison, Kunan a commencé à apprendre à changer la texture de la glace pour qu'elle ressemble à d'autres choses. Cette fois, il a fait en sorte que la glace ait la texture d'une pomme, et son enseignante est impressionnée. Mais elle lui dit qu'il devrait essayer de toucher plus de choses pour pouvoir utiliser différentes textures. Le jour de l'examen final arrive bientôt, et en arrivant à l'école pour la journée, Ixio remarque que Kunan touche beaucoup le cheval récemment. Il demande ce que c'est que cette histoire, et Kunan répond qu'il est juste en train de collecter des échantillons, mais Ixio n'a aucune idée de ce que cela est censé vouloir dire. Un peu plus tard, Mirika arrive pour saluer Kunan, et il lui dit qu'il va regretter de ne plus pouvoir lui parler à l'école tout le temps puisque ce sera son dernier jour ici. Mais Mirika lui rappelle qu'ils ont encore toute la journée devant eux, donc pas besoin de dire au revoir maintenant. Ils se dirigent tous vers la salle d'examen,
et Cunon est excité car c'est la première fois qu'il est réellement en classe avec d'autres élèves, mais il va aussi regretter tout le temps en privé qu'il passait avec la professeure Cast quand il passait ses tests. Cast lui dit qu'elle continuera à faire attention à lui, même s'il y a d'autres élèves ici, et Ixio remarque que Cunon et Cast semblent être devenus très proches. Cunon dit qu'il est naturel qu'ils soient devenus amis, puisqu'il a beaucoup appris sur Cast grâce à leurs discussions pendant ses tests, comme le fait que Cast n'est devenue enseignante ici que parce qu'elle avait le béguin pour un des hommes qui avait postulé pour le poste, mais que le type a finalement échoué alors que Cast a réussi, donc elle ne savait pas quoi faire et a décidé de continuer à enseigner. Les autres trouvent bien que Cunon et la professeure Cast s'entendent bien, mais ils trouvent aussi un peu bizarre qu'elle se confie sur sa vie amoureuse à un enfant. Juste à ce moment-là, un groupe d'autres enfants de la classe s'approche du groupe et demande à Ixio et Mirika de leur présenter Cunon, puisqu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de lui parler et puisqu'ils sont si directs. Cunon se présente formellement. À vrai dire, il était un peu inquiet du fait que personne ne l'approche quand il était avec Ixio ou Mirika, alors il commençait à penser qu'il n'avait aucun ami du tout. Mirika lui dit que ses amis ne gardaient leur distance que parce qu'elle leur avait dit qu'elle voulait passer du temps de qualité avec lui sans être dérangée, et Cunon est soulagé d'entendre cela parce qu'il ne saurait pas quoi faire si Mirika ou Ixio se révélaient être des solitaires complets. Cela dit, personnellement, il ne s'inquiète pas d'être seul ou de n'avoir pas d'amis, donc cela ne le dérangerait pas tant que ça. Un peu plus tard, l'examen est sur le point de commencer, mais Lyle est encore dans le couloir à regarder par la fenêtre en faisant le cool et mystérieux. Ses larbins lui disent que l'examen final est sur le point de commencer, et Lyle dit qu'il est trop important pour s'inquiéter d'une chose pareille. Mais il lui rappelle alors qu'il devra redoubler s'il le rate, donc il n'a pas le choix. Pendant ce temps, de retour dans la salle de classe, Cunon est occupé à tâter un pigeon près des fenêtres quand Cast annonce que le test est sur le point de commencer, donc tout le monde devrait s'asseoir. Mirika dit à Cunon qu'elle lui a gardé une place à côté d'elle, mais avant qu'il ne puisse accepter son offre, Lyle s'interpose et commence à fusiller Cunon du regard. Ixio ne peut pas intervenir, mais il se souvient avoir entendu quelques femmes de chambre royale parler de ce que Lyle est un raté, mais elle ne le dirait jamais en face parce qu'il est encore un membre de la famille royale. La raison pour laquelle Lyle fait tant de crises est toujours si en colère et qu'il sait que, même si les gens essaient d'agir respectueusement autour de lui, ils se moquent probablement tous de lui dans son dos. Cependant, alors qu'il est en plein dans ses pensées, Cunon attrape soudainement sa main et se présente formellement. Lyle panique et dit qu'il n'a pas donné la permission à Cunon de le toucher, mais Cunon lui rappelle qu'ils vont bientôt être beaux-frères, donc ils devraient apprendre à se connaître. Il commence à tâter la main de Lyle, et d'après la texture de sa peau, Cunon peut dire que Lyle doit avoir un beau visage. C'était une chose gentille à dire, mais Lyle reçoit rarement des compliments sincères comme celui-ci, donc il ne sait pas comment réagir et se tourne vers Mirika pour lui demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec Cunon. Mirika trouve toute l'histoire drôle, et tout le monde dans la classe aussi, donc il commence à rire. Et au début, Lyle pense qu'ils se moquent tous de lui, mais Mirika explique qu'il rit parce que c'est la première fois que quelqu'un le voit être si décontenancé. Lyle nie être décontenancé et dit à Cunon de lâcher sa main maintenant, mais Cunon la tient encore quelques secondes de plus et dit à Lyle que sa voix aussi semble forte. Lyle n'aimait pas Cunon au début et avait prévu d'être méchant avec lui pour affirmer sa domination, mais maintenant il ne sait pas trop comment réagir. Kat attire ensuite l'attention de tout le monde et leur dit à tous de s'asseoir parce qu'elle est sur le point de commencer le test. À la fin de la journée, le test est terminé et Cast a fini de noter les copies de tout le monde, donc elle dit qu'elle va annoncer les résultats maintenant. Elle commence à écrire au tableau, et tout le monde regarde avec impatience pour voir ses résultats, mais il s'avère qu'ils ont tous réussi, donc ils peuvent tous obtenir leur diplôme. Ensuite, Cunon et Ixio remontent dans le carrosse pour rentrer à la maison, et tout le monde lui fait au revoir de la main alors qu'il part. Cunon leur dit qu'il s'est beaucoup amusé aujourd'hui, et il dit à Cast que si elle cherche toujours un petit ami, alors elle devrait considérer Ixio puisqu'il est toujours célibataire. Mais Ixio dit qu'il n'a jamais accepté cela, et Cast commence à regretter un peu d'avoir parlé à Cunon de sa vie amoureuse. De plus, Lyle a beaucoup appris de son interaction avec Cunon, et il va faire un effort pour être plus gentil à partir de maintenant. Quelques jours plus tard, maintenant que Cunon a obtenu son diplôme, il se concentre sur l'apprentissage de nouveaux sorts, et Jenny est en train de le tester sur tout ce qu'il a appris. Elle lui demande de faire une boule d'eau tournante, de la diviser en 10, puis de colorer et texturer chacune individuellement, tout ce que Cunon est capable de réaliser sans grande difficulté. Jenny lui dit qu'il s'en est bien sorti, mais Cunon dit qu'il n'a pas encore fini parce qu'il a en fait compris comment pousser la personnalisation encore plus loin. Il procède alors à transformer une des boules d'eau en colombe et la fait voler dans les airs. Jenny ne peut pas croire ce qu'elle vient de voir et tombe à genoux, parce que même les maîtres mages de l'eau ne seraient pas capables de réaliser quelque chose comme ça si facilement. Plus tard, en prenant le thé avec Cunon, Jenny dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Cunon comprend, donc il demande à Echo de leur laisser un peu d'intimité, et une fois seule, Jenny lui dit qu'il ne reste plus rien à lui enseigner. En fait, elle n'a pas eu grand-chose à enseigner ces derniers mois, puisqu'elle est juste censée l'instruire dans l'utilisation de la magie élémentaire.
Mais à ce stade, Cunon est un meilleur mage qu'elle, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle continue à être son enseignante. Cunon se lève et lui dit qu'elle est en fait une excellente enseignante, parce qu'il a vraiment apprécié tous les petits tours désespérés qu'elle transformait en leçons pour lui. Elle n'est peut-être pas au niveau des mages plus avancés, mais sa perspicacité lui a donné un nouvel espoir dans la vie, et il la valorise vraiment. Jenny apprécie qu'il dise cela, car elle a dû travailler très dur et se creuser la tête pour trouver ses leçons, et cela devient trop difficile à gérer pour elle. Cunon lui demande si elle dit cela parce qu'elle pense que le salaire ne vaut pas tous les ennuis, parce que si c'est le cas, il peut demander à son père de lui augmenter son salaire, mais Jenny lui dit que c'est en fait le contraire. Elle se sent coupable de recevoir un salaire aussi élevé, alors qu'elle fait si peu. Cunon lui dit que les leçons qu'elle invente valent chaque centime, mais Jenny dit qu'elle a déjà atteint sa limite. Son cerveau est complètement sec en termes d'idées maintenant, donc elle lui dit qu'il mérite d'avoir un meilleur sorcier comme enseignant à la place d'elle. Cunon supplie Jenny de rester parce qu'il veut continuer à la voir comme enseignante de magie, mais il n'y a vraiment plus grand-chose qu'elle puisse faire pour lui à ce stade. Après avoir dit au revoir, Jenny quitte le manoir. Et en s'éloignant, elle pense que Cunon est sans aucun doute un génie, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne l'un des plus grands mages du continent, donc elle va faire de son mieux pour le suivre en entraînant sa propre magie. Le lendemain matin, Cunon est informé par écho que son tuteur académique habituel, Mademoiselle Flora, vient également de démissionner. Il est choqué d'entendre cela, mais c'est logique puisqu'il a déjà terminé le programme et obtenu son diplôme de l'Académie noble, donc il n'a plus besoin de tuteur. Cunon aurait quand même aimé pouvoir lui dire au revoir avant son départ, donc il décide de lui écrire une lettre de remerciement plus tard. Et Echo pense que c'est génial, mais tant que Cunon y est, elle demande s'il pourrait demander à Flora si elle connaît des hommes célibataires de 20 ans qui seraient intéressés par l'épouser. Cunon est blessée qu'Echo veuille se marier et le laisser derrière, et elle n'essaie pas de le faire se sentir mal, mais elle doit aussi penser à son avenir. De plus, elle est sûre que Cunon se débrouillera tout seul, mais il dit qu'il ne se débrouille pas du tout. Jenny est déjà partie. Il vient d'apprendre que Flora a démissionné, et maintenant Echo veut partir aussi. À ce rythme, il ne lui restera bientôt plus personne. Ce soir-là, pendant le dîner, Cunon raconte à son père que Jenny a arrêté et comment elle a dit qu'il devrait trouver un maître sorcier pour devenir son enseignant s'il veut continuer à apprendre. Ixio y réfléchit une seconde et se souvient d'une rumeur à propos d'un extraordinaire sorcier royal. Leur mère reconnaît la description et demande à Ixio s'il parle de Zéonli Finrol, parce qu'il est célèbre dans toute la capitale pour son immense pouvoir et sa beauté. Il serait un candidat parfait pour le nouvel enseignant de magie de Cunon, mais leur père dit qu'il y a un problème majeur avec ce plan. Ils ne peuvent pas embaucher Zeyo. En tant que sorcier royal, les seules personnes autorisées à lui donner des ordres sont le roi et les autres membres de la cour royale. En plus de cela, Zeyo quitte rarement le château royal, et même le rencontrer est très réglementé, donc les chances de l'embaucher comme instructeur de magie sont minces, mais il dit qu'il demandera au moins au roi pour voir s'il peut faire quelque chose. Un peu plus tard, le grand maître mage du château royal reçoit un rapport qui dit qu'un garçon sorcier de niveau apprenti demande à étudier sous l'un de ses sorciers royaux. C'est pratiquement inouï, même pour le fils d'un noble qui est le meilleur ami du roi. L'apprenti du grand maître se trouve être la sœur aînée de Myrika, donc elle aime personnellement Cunon, mais les sorciers royaux ne sont pas influencés par le statut ou le pouvoir. Le grand maître avait initialement l'intention de rejeter la demande, peu importe à quel point Cunon est bien connecté, mais il a commencé à lire le dossier de Cunon. Et c'est alors qu'il a réalisé que cet enfant pourrait en fait être spécial. Quelques jours plus tard, Cunon et son père se rendent à la capitale royale car ils viennent d'obtenir l'autorisation de rencontrer le sorcier royal. Ils sont tous les deux sincèrement surpris que cela fonctionne, car presque personne n'a jamais une opportunité comme celle-ci, et si la rencontre se passe bien, alors Cunon pourrait finalement réussir à en faire son tuteur. Cunon remercie son père d'avoir tiré les ficelles pour que cela se produise, mais son père lui dit qu'il n'y a eu aucun népotisme. Les sorciers royaux se sont simplement intéressés à Cunon après avoir lu son dossier, bien qu'ils ne sachent pas pourquoi. Pour passer le temps, Cunon décide de faire un chat avec de l'eau, et on dirait que son contrôle des sorts s'est beaucoup amélioré, car il ressemble et a la texture exacte d'un vrai chat. Cependant, il n'a toujours pas trouvé comment le faire bouger naturellement ou produire des sons, mais son père l'adore absolument. À leur arrivée au château, tous deux sont accueillis par Dame Recha. Cunon fait sa salutation habituelle, mais on l'informe alors que Recha est en fait la deuxième princesse, ce qui fait d'elle la sœur aînée de Myrika, alors Cunon dit qu'il est heureux de rencontrer enfin sa future belle-sœur. Recha remarque que le père de Cunon porte un chat, et elle le trouve vraiment mignon, mais lorsqu'il le pose, Cunon annule son sort, et le chat redevient une flaque d'eau. Elle est stupéfaite qu'un enfant puisse avoir un tel niveau de maîtrise, car elle n'avait pas réalisé que ce n'était pas un vrai chat, et cela signifie que Cunon est bien plus doué qu'elle ne le pensait. Elle propose de le conduire immédiatement à la tour noire, mais avant qu'il ne parte, le père de Cunon l'informe qu'il a une audience avec le roi plus tard dans la journée, alors il demande si Cunon pourra rentrer seul sans problème.
Cunon dit qu'il est tout à fait capable de voyager seul, alors son père dit qu'il arrangera pour qu'un carrosse vienne le chercher plus tard dans la journée. Alors que Cunon et Recha traversent les couloirs, Cunon commence à lui poser une série de questions sur la magie avancée, mais il parle beaucoup trop vite pour qu'elle puisse le suivre. Elle dit à Cunon qu'elle est encore nouvelle ici, donc elle n'est pas préparée à répondre à toutes ces questions. Il y a 10 princesses et 7 princes dans ce royaume, et généralement ils doivent tous rivaliser les uns avec les autres en termes de réalisation pour hériter du royaume, mais Recha a renoncé à ses droits au trône pour poursuivre une carrière de sorcière ici. Elle s'inquiète aussi un peu que Cunon puisse être entraîné dans la bataille pour la succession royale, mais c'est alors qu'elle remarque que Cunon ne marche plus, il glisse. Elle lui demande comment il fait cela, alors il explique qu'il a simplement créé une couche de glace sous ses pieds pour réduire la friction. Il lui demande si elle aimerait essayer aussi, et Recha semble très excitée à cette idée, mais d'abord, c'est son travail de mettre Cunon au courant des règles de base de la tour noire. Premièrement, il ne doit pas s'impliquer imprudemment dans aucune faction, et il ne doit signer aucun contrat douteux ni dire quoi que ce soit qui pourrait lui causer des problèmes plus tard. Et maintenant que cela est réglé, elle demande à Cunon de transformer ses chaussures en patins. Une minute plus tard, tous deux patinent dans les couloirs sans le moindre souci, mais cela cause un énorme remue-ménage, donc quelques gardes tentent de les faire arrêter. Cependant, ils sont beaucoup trop rapides pour qu'ils puissent les rattraper. C'est alors que le capitaine des chevaliers, Dario, passe par là et remarque ce qui se passe. Alors il se met à poursuivre Cunon et Recha et leur ordonne d'arrêter de patiner dans les couloirs. Cunon commence à s'inquiéter un peu qu'ils puissent avoir des ennuis, alors il demande à Recha s'il devrait s'arrêter, mais elle dit qu'elle s'amuse beaucoup trop, donc ils doivent juste aller encore plus vite pour semer Dario. Malheureusement, Dario ne manque jamais son jour d'entraînement des jambes, donc il rattrape facilement les deux et leur donne une longue réprimande dans la cour par la suite. Après cela, Cunon est finalement conduit pour rencontrer Actar, le grand mage, et dès que Cunon le rencontre, il peut dire qu'Actar est le vrai deal. Actar se souvient d'avoir entendu que Cunon a un crest d'eau sur son corps, et Cunon le confirme, expliquant qu'il est sur son épaule droite. Actar jette un coup d'œil et découvre que le crest de Cunon est un 2 étoiles, mais Cunon n'a jamais entendu parler de cette classification auparavant, alors il demande ce que cela est censé signifier. Actar explique qu'il existe 7 types de crestes différents, les 4 élémentaires, et ensuite il y a la lumière, les ténèbres et l'impur. Ils ont aussi des rangs, et 2 étoiles est l'un des plus communs car c'est l'avant-dernier. Recha mentionne qu'elle se trouve aussi être un 2 étoiles avec un crest devant, et si c'est le cas, alors Cunon suppose qu'Actar doit être plus haut. Actar demande ce qui l'a conduit à cette conclusion, alors il explique que la densité magique autour de lui est bien plus élevée que celle de Recha, un peu comme du fromage ordinaire comparé à du bleu premium. Actar pense que c'est une façon amusante de voir les choses, mais il n'aime pas non plus être comparé à du fromage, alors il dit à Cunon de ne plus jamais l'appeler ainsi. Cela dit, Actar informe Cunon qu'il a un crest 4 étoiles, mais avoir un nombre de crestes bas ou haut n'indique pas nécessairement la compétence magique de quelqu'un. Cela indique simplement la quantité totale d'énergie qu'il peut utiliser. Quoi qu'il en soit, maintenant que les informations ennuyeuses sont données, Actar invite Cunon à descendre dans la cour pour que le plaisir puisse officiellement commencer. En bas, un groupe de sorciers royaux se rassemble pour assister à la magie de Cunon, car ils ont entendu qu'il est vraiment impressionnant. Actar dit qu'il veut que Cunon passe un petit test, et Cunon est tout à fait d'accord car s'il réussit, alors il pourrait être autorisé à avoir un sorcier royal comme tuteur. Actar appelle l'un des sorciers, Victo, et lui demande de commencer le test, et il procède à lancer quelques dizaines de boules d'eau autour de lui. Actar informe alors Cunon qu'il doit surmonter le sort de Victo avec sa propre magie, et Cunon est sans voix car c'est la première fois qu'il doit faire quelque chose comme cela. Il se souvient que Génie a expliqué que le sort de boule d'eau permet de créer de l'eau ou de contrôler de l'eau qui existe déjà, mais il n'a même jamais envisagé l'idée de prendre le contrôle de l'eau créée par un autre mage. Il décide de tenter sa chance et commence efficacement à lutter avec Victo pour le contrôle de l'eau, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait anticipé. À la fin du test, Cunon n'a réussi à réclamer que 2 des boules d'eau, et au début, il est déçu de lui-même car il pense avoir mal fait, mais au contraire, on l'informe qu'il a très bien réussi. En vérité, Victor ne s'attendait pas à ce qu'il puisse prendre aucune de ces boules, encore moins 2, donc il a dépassé toutes leurs attentes. Cependant, Actar aimerait quand même voir plus de la magie de Cunon, alors il lui demande s'il serait disposé à faire quelques tests supplémentaires. Quelques minutes plus tard, Cunon crée un énorme ballon d'eau au milieu de la pelouse, et Actar s'amuse follement à rebondir de haut en bas dessus. Cunon se demande si c'est vraiment correct que le grand maître s'amuse ainsi pendant les heures de travail. Actar demande à Cunon comment il a réussi à créer cette chose, alors il explique que c'est juste une boule d'eau ordinaire qu'il a modifiée pour lui donner des propriétés extrêmement élastiques. En fait, il pourrait probablement la rendre assez solide pour propulser Actar jusqu'au 2e étage du château, mais Actar lui dit qu'il en a assez rebondi pour aujourd'hui. Un moment plus tard, Recha s'approche de Cunon et lui demande s'il peut faire d'autres choses avec de l'eau, comme des humains, par exemple.
Kunon dit qu'il peut, et pour le démontrer, il crée une poupée d'Iko, mais il n'a toujours pas trouvé comment la faire bouger naturellement. Il a déjà tenté de la faire voler, mais cela faisait vraiment peur, donc il ne le fait pas souvent. Quoi qu'il en soit, Recha et les autres lui demandent de le faire quand même. Alors Kunon fait voler la poupée d'Iko dans les airs, mais alors qu'elle passe devant l'une des fenêtres, quelques femmes du château la prennent pour un fantôme, alors elles paniquent toutes et les chevaliers finissent par être appelés. Ils descendent dans la cour et se mettent à crier après tous les sorciers pour avoir causé tant de troubles. Tout le monde commence à essayer de rejeter la faute sur Victor pour une raison quelconque, et Kunon se sent triste car il ne pensait pas se faire réprimander 2 fois lors de son premier jour ici. Actar lui dit qu'il est inutile de bouder à propos de ce qui s'est déjà passé, mais pour être sûr, il suggère que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils devraient discuter de magie pendant le déjeuner à la place. Kunon demande si cela signifie qu'il a réussi le test d'Actar, mais considérant à quel point il s'amusait tout à l'heure, il pensait que la réponse serait évidente. Actar dit qu'il s'occupera personnellement de désigner un sorcier royal pour être son professeur, et Kunon est fou de joie en entendant cela. Cependant, il veut encore clarifier quelque chose car il ne voudrait pas que cela soit perçu comme un soutien à une faction royale particulière, mais Recha lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car les sorciers royaux ne sont pas du tout impliqués en politique. Kunon est heureux de l'entendre, mais avant de partir, il y a une dernière question qu'Actar aimerait lui poser. Il veut savoir quel est le but de Kunon avec la magie, alors il explique qu'il étudie pour pouvoir un jour créer de nouveaux yeux pour lui-même avec sa magie. Tout le monde pense que c'est une noble aspiration, et Kunon est heureux qu'ils soutiennent tous son rêve. Mais alors qu'il se prépare à partir pour la journée, il découvre son père qui l'attend, et il n'a pas l'air content. Il a apparemment entendu comment Kunon s'est fait réprimander pour avoir causé des troubles ici 2 fois rien qu'aujourd'hui, et il veut une explication dès que possible. Recha essaie d'expliquer que ce n'est pas de sa faute car c'est elle qui lui a demandé de faire les choses pour lesquelles il a eu des ennuis, mais son père dit que cela n'a pas d'importance car un sorcier est toujours responsable des conséquences de sa magie. Après tout, celui qui possède le pouvoir de tuer potentiellement des milliers de personnes ne devrait pas pouvoir utiliser l'excuse de « je ne faisais que suivre les ordres ». Donc si suivre des ordres résulte en blesser autrui, alors on devrait toujours refuser de le faire, quoi qu'il arrive. Kunon réalise que son père a raison, alors il s'excuse et promet de ne pas refaire la même erreur. Son père commence alors à rentrer à la maison, mais Kunon prévoyait de dîner avec Mirika ce soir, alors il va rester un peu plus longtemps. Mais en parlant de son dîner, Recha lui rappelle qu'il devrait probablement commencer à se diriger vers l'autre aile du château, car il est censé rencontrer Mirika dans quelques minutes. Kunon ne savait pas qu'il était déjà si tard, mais il ne veut pas courir tout le chemin car il finirait tout en sueur. Dans ce cas, Recha suggère qu'il pourrait utiliser un peu de magie pour régler le problème, mais Kunon n'est pas sûre de ce qu'elle veut dire. Elle lui rappelle qu'elle est une mage du vent, donc elle peut utiliser sa magie pour les y faire voler. Elle a juste besoin d'une plateforme pour qu'il puisse monter dessus. Kunon crée un autre ballon d'eau, et après que tous deux y soient montés, Kunon le fait flotter dans les airs, et une fois qu'ils sont assez hauts, Recha utilise sa magie du vent pour les propulser vers l'avant. C'est à la fois une expérience terrifiante et exaltante, mais malheureusement, Recha n'avait pas beaucoup réfléchi à la façon dont ils allaient atterrir, alors ils finissent par s'écraser au sol. Heureusement, la boule d'eau amortit leur chute, mais ils atterrissent juste devant Dario, et il n'a pas l'air content car c'est la 3e fois qu'il les attrape à causer des troubles. Donc pendant que Mirika se prépare encore, Kunon et Recha se font encore réprimander. Mirika est finalement informée que Kunon est arrivé, alors elle court immédiatement à la porte d'entrée pour le rencontrer afin qu'ils puissent commencer leur rendez-vous. Un peu plus tard, ils arrivent au restaurant comme prévu, et une fois assis, Mirika demande à Kunon de lui raconter sa journée à la Tour Noire. Kunon l'informe qu'il y a passé un moment merveilleux. Il a pu rencontrer la sœur de Mirika et un tas d'autres mages là-bas. Il a apparemment aussi réussi le test, donc il va finalement avoir un instructeur, mais il ne sait pas encore qui ce sera. La servante en charge d'eux remarque que Kunon semble parler énormément tandis que Mirika se contente d'écouter, mais elle semble heureuse, donc ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle il parle autant est qu'il n'a pas souvent l'occasion de voir Mirika maintenant qu'ils ont obtenu leur diplôme. Alors il veut tout dire d'un coup pendant qu'il en a la chance, et il lui promet qu'une fois mariés, il fera en sorte qu'ils passent autant de temps ensemble qu'elle le désire. Cette phrase a fait battre le cœur de Mirika à tel point que même après la fin du rendez-vous, elle a passé les heures suivantes à gigoter dans son lit tellement elle était heureuse. Plus tard, on voit Kunon de retour à la maison, occupé à écrire un rapport dans sa chambre, mais c'est à ce moment qu'Eko l'appelle et lui demande un peu d'aide avec sa magie. Kunon sort pour voir ce qu'elle veut, alors elle lui demande de créer des bulles de savon pour qu'elle puisse mieux laver les vêtements. Kunon accepte d'aider, mais il est un peu agacé car il doit retourner écrire son rapport après cela. Cependant, Eko lui dit que ce n'est pas bon pour lui de rester enfermé dans sa chambre toute la journée, car s'il ne prend pas assez de soleil, il ne grandira jamais. Kunon demande si les filles préfèrent vraiment les garçons plus grands, et elle dit que la plupart le font, mais qu'elle l'aimera toujours qu'il soit grand ou qu'il reste un petit munchkin. Après qu'Eko ait fini la lessive, elle et Kunon s'allongent sur l'herbe un moment,
et il lui demande si des lettres sont arrivées pour lui aujourd'hui, mais pour autant qu'elle sache, il n'y a eu aucune lettre à son nom récemment. Elle demande s'il attend quelque chose de spécifique, alors il lui dit qu'il attendait juste la confirmation de la tour concernant l'identité de son instructeur, mais il semble qu'il n'est pas encore décidé. Techniquement, ils ont déjà décidé, mais la plupart des autres mages ont trop peur pour aller appeler le type en question. Un des mages finit par se rendre dans la chambre de Zéon pour lui dire que le grand mage a une tâche pour lui, mais il est accueilli par une montagne de papiers en désordre, et quand Zéon se lève enfin, il menace le gars pour avoir perturbé son précieux temps de sommeil. Zéon demande ce qu'il fait là, alors le gars l'informe que le grand maître souhaite lui parler, et cela capte son attention. Quelques jours plus tard, Cunon reçoit une lettre l'informant qu'un professeur lui a finalement été assigné, et Echo est vraiment heureuse pour lui, mais quand elle entend que le professeur de Cunon sera Zéon, le mage légendaire connu dans tout le royaume, elle a du mal à le croire. Toutes les femmes du royaume vendraient pratiquement leur âme pour avoir une chance de le rencontrer, et puisqu'il sera le professeur de Cunon, cela signifie qu'elle aura des tonnes d'occasions de lui parler. Plus tard, on voit Reisha et Mirika ensemble dans le château royal, et elles sont en route pour rencontrer Zéon car selon les règles, un sorcier royal doit encore recevoir un ordre direct d'un membre de la famille royale pour pouvoir sortir, alors elle prévoit d'ordonner à Zéon de garder Mirika. Cela lui donne aussi une bonne excuse pour rendre visite à Cunon, mais Reisha est encore un peu amère que Zéon ait été choisi car elle voulait être le professeur de Cunon à sa place. En chemin, Mirika tombe sur deux autres de ses sœurs aînées, Évril et Lidélia, et si Mirika peut avoir une bonne relation avec Reisha, ce n'est pas le cas avec ces deux-là. Elle commence à parler du talent et de l'incroyable Cunon, et qu'en comparaison, Mirika est une ratée ordinaire qui profite juste de sa gloire, mais Reisha les coupe et leur dit de dégager si elles n'ont rien d'important à dire. Les deux sont furieuses, mais elles savent qu'elles ne peuvent pas tenir tête à Reisha, alors elles s'enfuient. Plus tard dans la journée, Cunon est dans son jardin avec Echo, attendant l'arrivée de Zéon et Mirika, et une fois que la calèche s'arrête, il se lève pour saluer Zéon. Cependant, à sa surprise, Mirika est la première à sortir de la calèche. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne aujourd'hui, mais il est heureux tout de même car c'est toujours un plaisir de la voir. Cependant, alors qu'il discute avec Mirika, Zéon descend de la calèche et Cunon devient silencieux dès l'instant où Zéon entre dans son rayon de détection. Quant à Echo, elle est en extase intérieure à la vue de Zéon, mais elle ne veut pas se ridiculiser, alors elle fait de son mieux pour garder un visage impassible. L'énergie magique que Cunon ressent venant de Zéon est incroyablement dense, et il peut immédiatement dire que Zéon est bien meilleur que tous les autres sorciers royaux qu'il a rencontrés l'autre jour. Mirika remarque que Cunon est soudainement devenu très silencieux, alors elle demande si quelque chose ne va pas, mais il dit que ce n'est rien. Il se présente à Zéon, mais Zéon fait clairement comprendre qu'il ne veut pas vraiment être là. La seule raison pour laquelle il a accepté de venir est que le grand maître lui a dit qu'il y avait un jeune mage intéressant ici, mais il doute que Cunon puisse être à la hauteur de ses attentes. Dario prend alors la parole et se présente formellement à tout le monde comme le chevalier envoyé pour protéger Mirika et Zéon pendant ce voyage. Cunon dit que c'est agréable de revoir Dario, ce qui surprend Mirika car elle ignorait que Cunon et Dario s'étaient déjà rencontrés. Alors Cunon explique que Dario est le chevalier qui les a réprimandés, lui et Reisha, 3 fois la dernière fois qu'ils ont visité la capitale, mais qu'il ne faisait que son travail. Quoi qu'il en soit, quelques minutes plus tard, Cunon, Zéon et Mirika sont tous assis ensemble à une table dans le jardin, et au début, Cunon ignorait complètement Zéon car il était préoccupé à parler à Mirika, mais Zéon se lasse rapidement de regarder les deux flirter. Alors il frappe du poing sur la table et dit à Cunon qu'il veut parler magie maintenant. Il essaie de faire comprendre à Cunon à quel point ses connaissances en magie sont insignifiantes en lui posant des questions bien au-delà de ses capacités, mais Cunon semble prêt à tout. Zéon demande à Cunon s'il connaît les sorts composés, alors Cunon déclare que ce sont essentiellement des sorts créés en divisant et en réarrangeant le cercle magique d'un sort original pour obtenir de nouveaux effets. Zéon demande à Cunon en combien de sections il peut diviser un sort actuellement, et il s'attendait à ce que Cunon dise quelque chose comme 5 ou 10, mais à sa surprise, Cunon révèle qu'il peut en fait gérer 31 sections différentes à la fois. Il peut parfois aller jusqu'à 32, mais son taux de succès à ce niveau est inconstant pour le moment. Zéon est sincèrement surpris d'entendre que Cunon est capable d'une magie aussi complexe, et il commence à comprendre pourquoi le grand maître était si intéressé par ce garçon, mais il est quand même meilleur. Il annonce fièrement qu'il peut aller jusqu'à 50 sections, et Cunon est stupéfait car il n'a aucune idée de comment Zéon a réussi ça. Mais avant d'aller plus loin, Zéon demande à Cunon comment il a réussi à surmonter l'obstacle des 20 sections, puisque la plupart des mages restent bloqués là. Cunon explique qu'il a été facile de surmonter le goulet d'étranglement une fois qu'il a commencé à superposer les sorts. Zéon est impressionné que Cunon ait pu comprendre un concept aussi avancé tout seul, et il est logique que les autres sorciers royaux se soient battus pour devenir les professeurs de Cunon car un garçon avec ce genre de talent est extrêmement rare, mais il prévoit quand même de tester Cunon pour voir jusqu'où il peut aller. Cunon supplie Zéon de lui montrer à quoi ressemble un sort à 50 couches, mais Zéon ne voit pas l'intérêt de faire cela car il ne pourra pas le reproduire en le voyant une seule fois,
et en plus, il n'a pas encore officiellement accepté Cunon comme son élève, donc il doit encore prouver qu'il en est digne. Zéon crée un mur de terre en utilisant la magie, et dit à Cunon qu'il devra le détruire en utilisant la magie s'il veut devenir son élève. Il mentionne aussi qu'il a entendu parler du sort de matelas d'eau de Cunon par Reisha, alors il demande à Cunon de lui en faire un pour qu'il puisse se reposer pendant son test. Au début, Zéon pensait que ce serait juste un siège confortable pour observer les progrès de Cunon, mais dès qu'il touche le matelas d'eau, il s'évanouit à cause de son confort, et Echo ne lui en veut pas car la même chose lui est arrivée quand elle a essayé. De son côté, Cunon inspecte le mur de pierre pour voir s'il y a des failles structurelles qu'il pourrait exploiter, mais la chose est solide comme du roc et complètement lisse de partout. Il contient aussi la magie dense de Zéon pour maintenir sa dureté dans le temps. Il peut dire que le sort utilisé pour créer le mur contient plus de 40 sections, et il ne sait toujours pas comment Zéon parvient à utiliser autant de sections à la fois, mais cela ne fait aucune différence dans ce cas car il connaît déjà le moyen parfait pour détruire le mur. Cela dit, il préférerait le faire avec Zéon en train de regarder, alors il se rassoit pour continuer à parler à Mirika jusqu'à ce que Zéon se réveille. 2 heures plus tard, Zéon se lève en fin de sa sieste et, voyant le mur toujours intact, il demande à Cunon s'il a renoncé à essayer de le détruire. Cependant, Cunon lui dit que ce n'est pas le cas, il n'a tout simplement pas encore commencé. Il demande si Zéon est prêt à ce qu'il commence à détruire le mur, et Zéon lui dit de commencer, alors Cunon lance le sort de bulle qu'il a utilisé récemment. Zéon est impressionné car il comprend ce que Cunon essaie de faire, alors il demande à Cunon comment il a réussi à trouver cette solution. Il explique que bien que ce soit un mur de terre très solide, en fin de compte, il est toujours fait de terre, alors il a pensé que s'il le recouvrait de suffisamment d'eau, il finirait par être saturé et se désagréger tout seul. Zéon dit à Cunon qu'il a très bien réussi car la plupart des gens, face à un test comme celui-ci, opteraient immédiatement pour la force brute, mais Cunon a choisi d'utiliser la finesse à la place et c'est une compétence précieuse pour un mage. Il dit à Cunon qu'à partir de maintenant, il est officiellement son élève, et Cunon est extrêmement heureux car non seulement il a un maître merveilleux, mais il a aussi Mirika à ses côtés. Cependant, Zéon coupe court aux avances de Cunon et lui dit qu'il n'aura plus beaucoup de temps pour ça car il a des milliers de choses à apprendre et des tonnes de recherches à faire, et sur ce point, il demande à Mirika ce qu'elle prévoit de faire. Il lui dit que Cunon a déjà un talent exceptionnel et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne l'une des personnes les plus influentes du royaume, et quand cela arrivera, il n'y aura pas de pénurie de femmes demandant sa main. Alors comment Mirika se démarquera-t-elle alors ? Mirika comprend ce qu'il essaie de dire, mais Cunon dit à Zéon d'arrêter d'être si méchant avec elle. Et on dit qu'il ne voulait rien dire de mal car en fait, il encourage, mais Cunon lui dit qu'il y a encore des choses qu'on ne devrait pas dire comme ça, et avec la façon dont il agit, Cunon ne serait pas surpris si Zéon avait été involontairement méchant avec la fille qu'il aimait à un moment donné, et que quelqu'un d'autre avait pu la lui voler à cause de ça. Ces mots ont touché une corde sensible chez Zéon à l'instant, mais il ne l'admettra pas, alors il crie simplement à Cunon de se taire. Plus tard dans la nuit, Mirika rentre chez elle et réfléchit sérieusement à ce que Zéon a dit plus tôt dans la journée. Elle sait que Cunon va devenir une personne incroyable dans le futur, et si elle veut rester digne d'être sa partenaire, alors elle va devoir s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Quelques jours plus tard, Zéon et Mirika sont de retour chez Cunon pour sa prochaine leçon, et Cunon est tellement excité qu'il a du mal à se contenir. Cependant, au lieu de s'entraîner, Zéon avait apparemment autre chose en tête pour la leçon de Cunon aujourd'hui, il l'emmène donc dans un bureau vide et déverse un tas de documents sur la table pour qu'il les trie. C'était techniquement censé être le travail de Zéon, mais il est trop paresseux pour le faire, alors il dit à Cunon qu'il doit les parcourir tous d'ici la fin de la journée et lui demande de faire un autre lit d'eau pour qu'il puisse faire une sieste en attendant. Comme Cunon va être occupé avec ça toute la journée, Mirika ne pourra pas du tout lui parler, alors Echo propose de lui préparer une tasse de thé pendant qu'elle attend. Cependant, Mirika décline et dit qu'elle a en fait une faveur à demander. Mirika dit à Echo qu'elle aimerait pratiquer son escrime pendant son temps libre ici, mais elle lui demande de garder cela secret vis-à-vis de Cunon, car elle ne veut pas qu'il le découvre avant qu'elle ne soit devenue suffisamment bonne pour être digne de lui. Pendant que Mirika s'entraîne dehors, Cunon est toujours occupé à organiser tous les documents de Zéon, mais c'est incroyablement difficile puisque l'écriture de Zéon le qualifie pratiquement pour être médecin. Un peu plus tard, Zéon se réveille en fin de sa sieste et demande à Cunon s'il a fini avec les documents, mais Cunon lui dit qu'il n'en est encore qu'à la moitié. Zéon dit à Cunon qu'il est bien trop lent, mais Cunon se défend et dit qu'il aurait fini maintenant si Zéon n'avait pas une écriture de bambin. La moitié des documents sont complètement indéchiffrables, donc Cunon a pratiquement été forcé de comprendre la plupart des théories par lui-même pour pouvoir les réécrire dans quelque chose qui ne ressemble pas à des pattes de mouche. Zéon ne peut nier que son écriture est un véritable gâchis, mais il dit que c'est une partie importante de l'entraînement de Cunon, car il y a une différence entre l'information et la connaissance. Si Cunon avait simplement lu les documents, alors tout ce qu'il aurait obtenu serait de l'information, mais puisque l'écriture est si mauvaise, il est pratiquement forcé de déchiffrer toutes les théories par lui-même au lieu de simplement les lire, et cela rend beaucoup plus probable qu'il se souviendra réellement du concept plus tard. Cela a beaucoup de sens.
Donc Cunon remercie Zéon d'être un si bon professeur, mais ce n'est encore qu'une façon pour Zéon de refiler son travail à Cunon. À la fin de la journée, il est temps pour Zéon et Myrika de partir, mais Cunon a encore quelques questions à poser car il se souvient avoir vu un diagramme d'un sort dans l'un des documents et il se demandait de quoi il s'agissait. Zéon sait de quoi parle Cunon, mais il serait plus facile de lui montrer plutôt que d'expliquer ici, alors il dit à Cunon de venir à la tour noire quand ce sera l'heure de leur prochaine leçon. Quelques jours plus tard, Cunon arrive à la tour noire, et tous les sorciers royaux sont ravis de le revoir. Ils sont excités de voir plus de magie de Cunon, mais Zéon coupe court aux réjouissances et dit à tout le monde que Cunon est là pour le voir, donc ils doivent reculer. Il dit ensuite à Cunon de le suivre, mais quand Reisha et les autres réalisent que Zéon essaie d'amener Cunon dans sa chambre, ils essaient tous de l'arrêter car c'est bien trop dangereux là-dedans pour un enfant. Cependant, Zéon a déjà pensé au parfait contre-pied à cette situation, alors il dit à Cunon de créer quelques lits d'eau et les autres s'endorment immédiatement dessus parce qu'ils ne peuvent pas résister. Les deux commencent à se diriger vers la chambre de Zéon et en chemin, Zéon commence à parler à Cunon des outils magiques. Il y a des objets fabriqués pour fonctionner avec de la magie, comme cette lampe là-bas, et beaucoup d'ingénieurs magiques se consacrent à la création d'outils magiques pour résoudre les problèmes quotidiens. Un peu plus tard, Cunon et Zéon arrivent à son bureau, et l'endroit est rempli de tant de documents de recherche avec des théories magiques que Cunon n'a même jamais entendues auparavant. Zéon lui dit qu'il est libre d'en lire autant qu'il le souhaite, mais la vraie raison pour laquelle il a amené Cunon ici était de lui montrer ceci. C'est un outil magique sur lequel Zéon travaille récemment, et il est destiné à lui permettre de prendre des repas chauds dans sa chambre sans avoir à aller à la cafétéria. Jusqu'à présent, il n'a eu aucun problème à fabriquer les parties solides de l'appareil, mais les sections molles ont été assez difficiles à perfectionner, et c'est là que Cunon intervient. Zéon dit à Cunon qu'il va aider au développement de cet outil magique dans le cadre de son entraînement, et Cunon semble heureux d'aider. Mais juste à ce moment, le grand maître entre, et il a vraiment envie de parler à Cunon, alors il lui demande de le rejoindre à la cafétéria pour le déjeuner aujourd'hui. Zéon et Cunon n'ont pas vraiment le temps de perdre du temps à bavarder pendant le déjeuner, alors Zéon dit à Cunon de faire un autre lit d'eau, et comme les autres, le grand mage s'endort en quelques secondes. Maintenant qu'il a été pris en charge, Cunon et Zéon reviennent à parler de l'appareil magique, et Zéon dit qu'il s'occupera du cadre externe de l'appareil avec de la magie de la terre, mais les petits mécanismes internes seront du ressort de Cunon. Un peu plus tard, après que tout le monde se soit réveillé de sa sieste, ils se rendent tous à la cafétéria pour déjeuner, et ils sont tous encore très excités de parler à Cunon. Il ne cesse de lui dire qu'il a le droit de changer de professeur s'il le souhaite, mais Cunon dit qu'il est heureux de travailler sous les ordres de Zéon, et l'entendre dire ça rend tous les autres sorciers jaloux. Cunon ne cesse de faire l'éloge de Zéon pour être un si bon professeur, et c'est agréable d'être apprécié, mais Zéon lui dit d'arrêter parce qu'à ce rythme, il va se faire agresser par les autres sur un parking. Cunon change de sujet et demande à Reisha où est Myrika car il aimerait prendre le thé avec elle avant de partir pour la journée. Reisha l'informe qu'elle est actuellement à la cérémonie d'ouverture de l'école supérieure pour nobles aujourd'hui, donc elle ne pourra pas le voir. Cunon savait que Myrika poursuivait des études supérieures, mais il ne savait pas que cela avait déjà commencé. Le grand maître demande à Cunon ce qu'il compte faire maintenant, et il n'aime pas vraiment l'idée d'être coincé dans une salle de classe toute la journée, mais si c'est nécessaire pour qu'il obtienne son diplôme, alors il va simplement passer l'examen de fin d'études comme la dernière fois. Le grand maître lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir aller à l'école car, avec son talent, l'académie de magie lui conviendrait parfaitement. Cunon n'avait jamais entendu parler de l'école de magie avant cela, alors le grand maître a expliqué qu'il s'agit de l'institution que tous les sorciers royaux, et même les sorciers du monde entier, fréquentent pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la magie. Il faut avoir au moins 12 ans pour y assister, donc Cunon ne pourrait pas y aller avant encore 2 ans, mais même Zéon pense que ce serait une bonne idée, alors il dit à Cunon d'y réfléchir. 2 ans passent et l'entraînement de Cunon a progressé assez régulièrement. Il peut même lancer des sorts à 55 sections qui sont à la hauteur des sorts de Zéon maintenant, donc on peut dire qu'il est devenu un mage décemment puissant. Après l'entraînement d'aujourd'hui, tout le monde entre à l'intérieur pour profiter d'une tarte brûlante grâce à l'outil magique de boîte à déjeuner maintenant terminé. Il fonctionne comme prévu, et il est déjà très populaire dans tout le royaume, mais Cunon est un peu énervé que Zéon ait pris toutes les royalties pour l'invention, même s'il a fait la moitié du travail. Au total, Cunon et Zéon ont collaboré sur 8 outils magiques et 5 articles de théorie magique jusqu'à présent, et Cunon est toujours impatient d'en travailler davantage, mais tout d'un coup, Zéon dit qu'il s'occupera du reste du travail par lui-même. Cunon lui rappelle qu'ils doivent encore travailler sur ce dispositif magique de piégeage d'insectes parce qu'il n'est pas terminé, mais Zéon lui dit encore une fois qu'il peut s'en charger tout seul, et Cunon commence à avoir l'impression que Zéon essaie de se débarrasser de lui. Zéon rappelle à Cunon que son anniversaire approche et que cela signifie qu'il va avoir 12 ans, ce qui veut dire qu'il peut officiellement rejoindre l'école de magie, donc il devrait se concentrer sur cela à la place. Cunon dit à Zéon qu'il ne veut pas y aller parce qu'après tout, il peut continuer à apprendre de Zéon, mais Zéon lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Cunon est un mage de l'eau tandis que Zéon est un mage de la terre,
donc il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra jamais enseigner à Cunon, peu importe son habileté. Cependant, si Cunon allait à l'école de magie, il y a une chance qu'il rencontre un mage de l'eau exceptionnel. Car si Zéon est peut-être le meilleur mage du royaume d'Elia, il y a encore beaucoup de mages en dehors du royaume qui pourraient être meilleurs que lui. Cunon sait que Zéon a raison, mais il hésite encore à quitter son maître et sa maison pour fréquenter l'école de magie. Cependant, Myrika lui attrape soudain la main et lui dit qu'elle pense qu'il devrait y aller. Elle veut qu'il devienne le meilleur possible, et elle assure que d'ici son retour, elle sera devenue une femme digne de se tenir à ses côtés. Cunon est touché par la sincérité de Myrika, alors il accepte d'aller à l'école de magie et demande où elle est située, mais il découvre alors qu'elle est vraiment loin et maintenant il ne veut plus y aller. Il est finalement persuadé d'accepter à nouveau, mais comme l'école est si loin, il ne pourra pas rentrer chez lui pendant un certain temps, alors il demande ce qu'il va devoir faire pour se préparer à l'école de magie. Zéon lui dit qu'il doit se souvenir de ne pas perdre de vue ce qui est important pour lui, et entendre ces mots rappelle à Cunon toute la raison pour laquelle il a commencé son voyage magique en premier lieu, créer une paire d'yeux pour lui-même. Il avait oublié parce que sa magie lui permettait de faire la plupart des choses sans difficulté, mais elle n'était jamais censée être un substitut à la vraie chose, donc il ne pouvait pas croire qu'il s'était laissé devenir si complaisant. Au cours des 2 dernières années, Zéon a appris à Cunon à lancer des magies avec jusqu'à 55 couches, des cercles magiques tridimensionnels, du code magique imaginaire et de nombreuses autres techniques, mais même Zéon n'a jamais entendu parler de magie utilisée pour créer des yeux auparavant, donc c'est entièrement à Cunon de comprendre comment le faire par lui-même. Mais Zéon est sûr qu'il trouvera un moyen d'y arriver. Après tout, c'est son étudiant bien-aimé. Pendant ce temps, de retour chez Cunon, il a décidé de consacrer tout son temps à la recherche sur la façon de créer des globes oculaires magiques, et la première chose qu'il essaie est de faire une boule d'eau extrêmement réfléchissante. Cela fonctionne bien comme un miroir, mais les images dessus ne sont pas transmises à Cunon, donc c'est pratiquement inutile à moins qu'il ne trouve un moyen de transmettre l'image à son cerveau. Tout au long de la journée, il essaie de nombreuses variations de son idée de miroir, mais aucune ne fonctionne, et à la tombée de la nuit, il se sent complètement épuisé. Il n'a plus d'idée, donc pour se clarifier l'esprit, il va dans la chambre d'Ixio et lui demande s'il veut aller au sauna ensemble. Ixio est très excité car ce n'est pas tous les jours qu'il peut profiter d'un des célèbres traitements de sauna de Cunon, alors il demande s'ils devraient aller réveiller leurs parents. Cunon dit qu'il ne voudrait pas les déranger si tard dans la nuit, mais Ixio sait qu'ils aiment le sauna autant que lui, donc il serait contrarié s'il ne les réveillait pas pour ça. Un peu plus tard, toute la famille se rassemble dans le sauna, et Cunon le remplit de vapeur pour qu'ils puissent tous profiter de la chaleur. Ixio demande à Cunon pourquoi il a soudainement voulu utiliser le sauna aussi tard dans la nuit puisque c'est rare pour lui, alors il explique qu'il a travaillé sur son plus grand projet récemment, mais il a rencontré un blocage. Les autres réalisent immédiatement qu'il parle de ses yeux magiques, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose pour aider sa recherche, donc Ixio lui dit simplement que s'il a besoin d'une pause, il peut toujours venir les voir. Le lendemain, Cunon prend son petit déjeuner dans sa chambre, et il se met à penser à la gentillesse de tous les membres de sa famille envers lui, et il se dit que la première chose qu'il veut faire quand il créera ses nouveaux yeux est de regarder longuement tous les visages des gens qui lui sont chers. Un peu plus tard, Cunon fait enfin des progrès significatifs avec ses yeux. En utilisant un miroir d'eau comme base et en appliquant un motif de sable logique réel, il peut maintenant suivre les vues en mouvement et les transmettre directement à l'esprit de Cunon. Avec cela, il obtient enfin son premier goût de la vision véritable, et il est submergé par la beauté de tout ce qu'il voit. Mais alors qu'il contemple les merveilleux paysages, il remarque soudain un crabe géant derrière lui, et il a le sentiment que ce n'est pas censé être là. Il décide de l'ignorer pour l'instant, puisque c'est un moment spécial et qu'il avait déjà codé que la première chose qu'il ferait après avoir acquis la vue serait de se regarder longuement et attentivement, alors il crée un miroir et commence à se contempler. Malheureusement, il se rend compte que son visage est plutôt banal, donc la révélation n'a pas été aussi percutante qu'il espérait. Quoi qu'il en soit, maintenant que c'est fait, Cunon se tourne vers le crabe géant et lui demande ce qu'il fait ici parce que ce n'est vraiment pas normal. Le crabe reste silencieux, et pendant un instant, Cunon envisage la possibilité qu'il s'agisse de la vraie forme d'Echo. Mais cette hypothèse est prouvée fausse lorsque celle-ci fait irruption dans la pièce un moment plus tard. Son entrée soudaine effraie tellement Cunon qu'il finit par trébucher contre le crabe, mais ce faisant, il réalise que le crabe n'est pas vraiment là. Il peut toujours le voir, mais sa main le traverse lorsqu'il essaie de le toucher, et c'est très déroutant pour lui. Echo est également un peu confuse quant à la raison pour laquelle Cunon agite son bras en l'air, mais ensuite elle remarque le truc de l'œil magique flottant à côté de lui et elle comprend qu'il a dû atteindre son objectif. Elle est incroyablement heureuse et lui fait un gros câlin, mais elle heurte accidentellement l'œil magique et toutes ses rotations rendent Cunon vraiment étourdi. Echo s'excuse d'avoir heurté son œil, mais comme c'est une occasion spéciale, elle lui demande s'il aimerait qu'elle prépare un festin spécial pour célébrer. Cunon aime l'idée, mais il y a encore le petit problème du crabe géant debout au milieu de la pièce, et Echo ne semble avoir aucune idée de sa présence. Et pour rendre les choses encore plus confuses, pour une raison quelconque,
Kunon voit une corne noire sur la tête d'Eko, mais elle n'a jamais mentionné avoir une corne auparavant, et elle ne semble pas savoir qu'elle est là. Kunon ne sait vraiment pas quoi penser de cette situation, alors il décide de simplement laisser tomber pour l'instant et de s'en occuper plus tard. Pendant ce temps, il sort pour avoir un premier vrai aperçu du monde extérieur, et on pourrait penser qu'il serait ébloui par le beau paysage des champs, mais avec sa vision magique, ce qu'il voit est une étendue de terre morne avec un soleil noir et une atmosphère lugubre. Ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait, mais il n'a jamais vu le ciel auparavant, donc il ne peut pas dire si c'est normal ou non. Eko le rejoint bientôt dehors puisqu'ils sont sur le point de se rendre au bâtiment principal pour informer les autres de sa vue, mais Kunon est encore assez inquiet parce que le crabe le suit maintenant et Eko ne peut toujours pas le voir. Quand ils arrivent finalement à la maison principale, Ixio et la mère de Kunon sont ravis d'apprendre qu'il peut maintenant voir, et Kunon est heureux de les voir aussi, mais pour une raison quelconque, Ixio a des ailes et sa mère a une hétérochromie. Ils ont tous les deux l'air vraiment cool aux yeux de Kunon, mais tout comme avec la corne d'Eko, il est le seul à pouvoir le voir, et il ne sait toujours pas pourquoi. Quelques instants plus tard, le père de Kunon arrive en courant dans les escaliers parce qu'il vient d'être informé de la vue de Kunon, et Kunon s'attendait à ce qu'il ait une caractéristique invisible similaire à ce que les autres ont, mais à sa surprise, son père ressemble à une calamité ambulante comparable à Antipyrale. Aucun d'entre eux ne semble avoir la moindre idée de leurs caractéristiques invisibles, donc il n'y aurait probablement aucun intérêt à leur en parler, alors Kunon décide d'attendre et de demander conseil à Zéon quand il en aura l'occasion. La nouvelle de l'exploit de Kunon atteint bientôt le château royal. Zéon est informé qu'il est autorisé à quitter le château pour rendre visite, même s'il n'est plus l'instructeur de Kunon, puisque c'est une occasion spéciale. Plus tard dans la journée, le carrosse du château arrive et Mirika est la première à sortir et à saluer Kunon. Elle lui dit qu'elle est vraiment heureuse qu'il ait pu réaliser son rêve et lui demande de voir comment le sort fonctionne. Kunon accepte et forme son œil magique, expliquant qu'il reflète toutes les images et les transmet directement à son cerveau, bien que ses vrais yeux doivent encore être ouverts pour qu'il puisse voir quoi que ce soit. Sur ce, Mirika remarque que les yeux de Kunon ont été fermés tout ce temps, alors elle lui demande de la regarder, mais Kunon est un peu nerveux parce qu'il ne sait pas à quoi va ressembler Mirika. Il ouvre lentement les yeux et regarde dans la direction de Mirika, et heureusement, elle a l'air parfaitement normale et aussi belle que Kunon l'avait imaginé, bien qu'elle ait une plume qui dépasse de sa tête, mais c'est quelque chose que Kunon peut simplement ignorer. Dario arrive bientôt aussi pour féliciter Kunon de ses réalisations, et aux yeux de Kunon, il a l'air d'avoir une sorte d'épée légendaire sur le dos, mais ce n'est rien comparé à ce que Kunon voit quand Zéon arrive enfin parce qu'il ressemble carrément à un être de pure lumière. Il a du mal à regarder directement Zéon parce qu'il est trop brillant, et au début, Zéon pense que Kunon plaisante, mais Kunon lui dit qu'il ressemble vraiment à un téléphone à luminosité maximale au milieu de la nuit. Kunon demande à Zéon de le rejoindre à l'intérieur parce qu'il a quelque chose qu'il veut discuter en privé, et Zéon accepte, alors il suit Kunon à l'intérieur. Pendant ce temps, Mirika se rend dans le jardin pour continuer son entraînement avec Dario comme d'habitude. À l'intérieur, Kunon informe Zéon de tout ce qui s'est passé depuis qu'il a acquis la vision, y compris le crabe géant qui le suit partout où il va et les caractéristiques aléatoires qu'il ne cesse de repérer sur les gens. Zéon trouve toute cette histoire hilarante puisqu'il n'a jamais rien entendu de tel auparavant, mais Kunon ne trouve pas ça drôle parce que quand il finira par épouser Mirika et emménager avec elle, il ne voudra pas avoir à gérer un crabe géant qui surveille tout ce qu'il fait. Sérieusement, Zéon croit que Kunon dit la vérité parce que les descriptions qu'il donne semblent un peu trop vives pour qu'il les ait inventées. Il est aussi flatté par le fait que Kunon le voit comme un être de lumière et en est fier, même s'il ne sait pas ce que cela signifie. Il y a deux possibilités auxquelles il peut penser pour la situation actuelle de Kunon, et l'une est que l'œil magique de Kunon pourrait lui permettre de voir la forme des âmes des gens, c'est pourquoi il voit des caractéristiques cachées que personne d'autre ne peut voir. Kunon accepte que c'est possible, mais si c'est le cas, alors cela voudrait dire que son âme est un crabe géant, et il ne veut pas accepter cela. Zéon suggère aussi que cela pourrait être des hallucinations provoquées par une intense maladie magique, mais Kunon n'a jamais entendu parler de la maladie magique auparavant, donc il ne sait pas ce que cela signifie. Zéon explique que dans ce monde, il y a divers endroits qui sont denses en énergie magique, et il traversait une telle zone quand il a soudainement été pris d'un étourdissement. C'était comme s'il avait descendu 20 shots de vodka d'un coup, et il a commencé à voir des dizaines de créatures immatérielles se déplaçant dans la zone sans forme physique. Cela ressemble vraiment à ce que Kunon vit, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr puisque ni l'un ni l'autre n'a beaucoup d'informations sur ce qu'est ce phénomène. Zéon lui dit qu'ils pourront en apprendre davantage à mesure que Kunon regardera de plus en plus de choses, mais jusque-là, ils doivent continuer à travailler sur des théories pour trouver un schéma. Kunon lui demande s'il est possible qu'il ait simplement raté l'œil magique quand il l'a créé, c'est pourquoi il voit tous ces trucs bizarres, mais Zéon lui dit que ce n'est pas possible parce que tout ce que quelqu'un d'aussi brillant que Kunon fait est destiné à fonctionner. Il y a beaucoup de créatures dans la nature qui ne peuvent pas voir les couleurs, certaines avec des dizaines d'yeux et d'autres sans yeux du tout. Il n'y a pas de manière universellement correcte de voir, donc c'est parfaitement bien pour Kunon d'avoir sa propre façon de voir le monde, et en plus, les choses qu'il voit pourraient avoir une signification qu'ils n'ont pas encore comprise.
Mais en attendant, il ne devrait probablement pas parler à qui que ce soit des choses étranges qu'il voit puisque ce serait une mauvaise idée d'attirer l'attention dessus avant d'avoir compris comment ça marche. Cunon est d'accord avec Zéon, et il est content d'avoir choisi de lui demander conseil avant de faire quoi que ce soit d'autre, mais le regarder directement lui fait encore mal aux yeux, donc il est difficile de rester concentré. Tard dans la soirée, Myrika a fini son entraînement, mais Cunon parle encore avec Zéon à l'intérieur et elle ne peut pas partir sans Zéon, donc elle doit attendre ici avec Echo. Comme l'anniversaire de Cunon approche, Myrika demande à Echo si elle a une idée de ce qui serait un bon cadeau pour lui, mais Echo lui dit que Cunon sera heureux avec tout ce que Myrika lui donnera, donc il n'est pas nécessaire de trop réfléchir. Quelques instants plus tard, Cunon et Zéon sortent enfin, mais dès que Zéon voit Myrika, il éclate de rire parce qu'il ne peut s'empêcher d'imaginer à quel point elle doit être drôle aux yeux de Cunon puisqu'il la voit avec une plume qui dépasse de sa tête. Plus tard, Echo aide Cunon à nettoyer son bureau, et elle lui demande où elle doit mettre cette pile de livres, mais il dit qu'il a déjà fini de les lire donc elle peut simplement les ramener à la bibliothèque du bâtiment principal. La raison pour laquelle il nettoie le bureau est qu'aujourd'hui c'est son 12e anniversaire, et il a officiellement décidé d'aller à l'école de magie. Ce soir-là, la famille de Cunon organise une fête pour lui, et ils lui donnent tous les cadeaux qu'ils ont préparés pour l'occasion. Ils sont heureux pour lui, mais ils sont aussi contrariés qu'il parte si loin. La mère de Cunon le prend assez mal parce qu'elle ne sait pas comment elle va gérer l'absence de Cunon, mais Cunon l'assure que peu importe à quelle distance il ira, il l'aimera toujours. Plus tard dans la nuit, Cunon et Myrika sont ensemble sur le balcon, et Myrika demande comment se passent les préparatifs de Cunon pour son départ. Il lui dit qu'il a juste emballé quelques-uns de ses vêtements les plus confortables et le strict nécessaire parce qu'il peut acheter tout ce dont il aura besoin une fois arrivé. Malheureusement, Myrika doit aller à l'école le jour où Cunon est censé partir, donc elle ne sera pas là pour lui dire au revoir avant son départ, mais Cunon comprend qu'elle a des choses à faire, donc ça ne le dérange pas. Myrika décide que c'est le bon moment pour donner à Cunon le cadeau qu'elle a choisi pour lui, alors elle lui tend une boîte, et quand il l'ouvre, il trouve un beau bracelet à l'intérieur. Myrika lui dit qu'elle a acheté un set assorti pour qu'ils le portent tous les deux, et si les choses deviennent difficiles pour lui à l'école de magie, elle veut qu'il parle au bracelet comme il le ferait avec elle, et elle fera de même avec son bracelet pour qu'il ne se manque pas trop. Cunon dit qu'il lui écrira des lettres aussi souvent que possible, à quoi Myrika répond la même chose, et ils promettent tous les deux d'attendre l'autre peu importe le temps que cela prendra. Le jour où Cunon doit partir, sa famille se rassemble pour lui dire au revoir, et ils retiennent tous leurs larmes, s'attendant à ce que Cunon soit aussi triste qu'eux, mais Cunon a déjà surmonté le chagrin de quitter sa famille, donc il n'est plus trop contrarié. Après tout, il ne sera parti que 4 ou 5 ans, et il a hâte de voir quel genre de sorcier il rencontrera à l'école de magie. 5 jours passent, et Cunon est toujours en route pour l'école de magie. Echo lui demande combien de temps il faudra encore pour arriver, et Cunon lui répond que ce sera long car l'école de magie se trouve dans un royaume complètement différent, et ils n'ont même pas encore quitté les frontières d'Ulia. À ce rythme, il leur faudra environ 1 mois pour arriver à l'école de magie, mais le bon côté des choses, c'est qu'ils devraient bientôt arriver au manoir du grand-père de Cunon, ils pourront donc s'y reposer un peu. Cela dit, Cunon est un peu appréhensif parce qu'Echo a clairement fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de rester éternellement sa servante. Elle veut se marier et fonder une famille un jour, et si elle veut que cela arrive, c'est maintenant ou jamais. Cunon est toujours très réticent à l'idée de laisser Echo partir, alors Echo lui dit que s'il ne veut pas qu'elle parte à ce point, il n'a qu'à abandonner Myrika et l'épouser à la place, mais ils savent tous les deux que Cunon ne peut pas faire ça, donc c'est ainsi que les choses doivent se passer. Ils arrivent finalement à la résidence du grand-père de Cunon, et Cunon est un peu excité car cela fait 4 ans qu'il n'est pas venu ici. Il avait entendu dire que son grand-père possédait une vaste bibliothèque de livres de magie, alors il a pratiquement fait culpabiliser ses parents pour le laisser venir, mais il s'entend aussi très bien avec son grand-père. À ce moment-là, le grand-père de Cunon sort en courant pour le rencontrer, et il est absolument ravi de le revoir. Cunon est tout aussi heureux de voir son grand-père, mais l'histoire des caractéristiques invisibles va encore prendre du temps à s'habituer car son grand-père a apparemment des cornes de seigneur démon. Pour commémorer l'inscription de Cunon à l'école de magie, grand-père propose de lui acheter tout ce qu'il veut, et quand il dit tout, il le prend littéralement au pied de la lettre car l'homme est riche. Cependant, les parents de Cunon savaient déjà que quelque chose comme ça arriverait, c'est pourquoi sa mère a écrit une lettre interdisant spécifiquement à grand-père de dépenser plus de 500 000 pour un cadeau pour Cunon. Pour vous donner une idée, cela représente 2 à 3 mois de salaire pour Echo, et grand-père est vraiment déçu d'apprendre cela car il prévoyait d'acheter un paquebot de croisière pour Cunon. Quelques instants plus tard, Cunon prend la parole et demande à son grand-père de faire venir sa nouvelle servante, car la raison pour laquelle il est venu ici était en partie pour pouvoir libérer Echo de ses fonctions de servante. 1 minute plus tard environ, on présente Rinko à Cunon. Rinko est la petite sœur d'Echo, et elle est pratiquement exactement comme Echo, mais contrairement à Echo, elle a déjà un fiancé, et Echo est un peu agacée par cela. Cela dit, elles s'entendent très bien.
Rinko était un peu inquiète au début quand Echo l'a recommandée pour servir comme servante du fils d'un marquis qui possède une cicatrice de héros, mais maintenant qu'elle a réellement rencontré Kunon, il a l'air d'un gars vraiment cool. Echo informe Rinko que Kunon a tendance à oublier de manger quand il est très investi dans ses études de magie, donc elle va devoir lui apporter des sandwichs de temps en temps pour s'assurer qu'il ne se laisse pas accidentellement mourir de faim. Elle est sûre que Rinko s'entendra très bien avec Kunon, mais après avoir passé tant d'années à prendre soin de Kunon, Echo mentirait si elle disait que Kunon ne va pas beaucoup lui manquer. Elle prévient Rinko qu'elle ferait mieux de ne pas mettre d'idées coquines dans la tête de Kunon, car elle ne supporte pas l'idée qu'il devienne un playboy. Rinko n'avait pas exactement l'intention de transformer Kunon en un Mac nommé Slickback, mais elle promet de faire attention au genre de choses auxquelles elle expose Kunon. Cela dit, elle ne peut pas faire grand-chose contre les femmes qui l'approchent car Kunon est un jeune homme gentil, talentueux et beau, donc dès qu'il mettra les pieds à l'école de magie, il sera forcément assailli par toutes sortes de femmes. Ainsi, il y a de fortes chances qu'il finisse par devenir un coureur de jupons tout seul. Echo refuse absolument de croire cela, et crie à Rinko de ne pas dire de telles choses sur Kunon, car il ne ferait jamais ça. Elles finissent par se disputer un moment, avant de se souvenir qu'elles étaient censées préparer des sandwichs pour Kunon, alors elles terminent et servent Kunon, qui est complètement inconscient de la conversation qu'elle venait d'avoir à son sujet. Le lendemain matin, il est temps pour Kunon de partir, alors Echo frappe à sa porte pour l'appeler. Elle ne l'accompagnera pas pour le reste de son voyage, donc c'est peut-être la dernière fois que Kunon voit Echo pendant un moment, et il veut qu'elle sache qu'elle va lui manquer, surtout qu'il se dirige vers un endroit inconnu, mais il se débrouillera tout seul. Les deux s'étreignent en se disant au revoir, et quelques minutes plus tard, Kunon et Rinko partent pour l'école de magie. Kunon se tourne vers Rinko et la remercie d'avoir accepté d'être sa servante, mais il se demande si cet arrangement est vraiment acceptable car, puisqu'elle va à l'école de magie avec lui, elle va être éloignée de son fiancé pendant au moins 6 ou 7 ans. Rinko l'assure que c'est bon car elle en a déjà parlé avec son partenaire, et ça ne le dérange pas d'attendre puisqu'elle fait ça pour gagner de l'argent pour le restaurant qu'ils veulent ouvrir ensemble. Quelques jours plus tard, Kunon et Rinko s'arrêtent dans une ville pour faire une pause, et Rinko est étonné par le nombre de magasins de magie qu'il y a ici. Kunon est tout aussi impressionné, mais alors qu'il marche dans la rue, il remarque un livre intéressant dans la vitrine d'une boutique, alors il décide d'entrer pour jeter un coup d'œil. Kunon est vraiment intrigué par les livres de magie car il n'a pas eu beaucoup d'occasion d'en lire, mais puisque c'est le cas, Rinko lui dit qu'il peut simplement acheter ce livre s'il le veut tant. Kunon lui dit qu'il finirait ruiné s'il faisait ça, et c'est là que Rinko remarque que le livre coûte 5 millions. Rinko pourrait se permettre d'ouvrir toute une chaîne de restaurants si elle avait ce genre d'argent, mais Kunon n'est pas vraiment surpris par le prix car les livres de magie sont généralement uniques, c'est pourquoi ils coûtent une fortune. La propriétaire du magasin surprend Kunon en train de parler et lui demande s'il est un mage de l'école de magie. Kunon explique qu'il est effectivement mage, mais qu'il n'est pas encore officiellement inscrit à l'académie. La propriétaire est ravie d'apprendre que Kunon est un vrai mage, alors elle lui demande de lui montrer un peu de sa magie, et comme elle a été polie, Kunon accepte. Il lance un sort et crée un minuscule chat dans les paumes de la femme à partir d'eau, et elle est émerveillée par la démonstration car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Kunon lui demande si elle est mage aussi, mais elle explique qu'elle ne peut pas utiliser la magie. Elle aime simplement beaucoup les choses liées à la magie, donc on pourrait dire qu'elle est en quelque sorte une passionnée de magie. Elle s'estime vraiment chanceuse d'avoir rencontré un candidat à l'école de magie comme Kunon, mais le bassin de candidats à Durachik est assez relevé cette année, alors elle lui souhaite bonne chance. Kunon demande ce qu'elle entend par là, alors elle informe que la sainte du royaume Saint s'inscrit apparemment à l'école cette année, et elle n'est même pas la seule personne exceptionnelle que l'académie ait reçue. L'année dernière, ils ont eu le prince infernal et l'éclair du nouveau royaume, donc si Kunon réussit à être accepté, alors il deviendra sûrement célèbre comme les autres. Cela a mis la propriétaire du magasin de si bonne humeur qu'elle propose de lui vendre un des grimoires les plus populaires publiés par le mage légendaire Zéon à prix réduit, mais Kunon refuse car il n'en a pas besoin alors que lui et Rinko quittent le magasin. Rinko est encore sous le choc du fait qu'un grimoire puisse coûter autant, mais à ce propos, elle demande à Kunon s'il est sûr d'avoir refusé l'offre de la commerçante car c'était une réduction importante, mais il dit qu'acheter le grimoire aurait été inutile car c'est lui qui a aidé Zéon à l'écrire. Ensuite, Kunon et Rinko se rendent dans un magasin de tissus, et là, Kunon commence immédiatement à toucher toute la marchandise à sa portée. Le propriétaire peut dire que Kunon doit être une sorte de noble car il est très bien habillé et est venu avec une servante, mais il n'a fait que frotter ses petits doigts sales sur la marchandise depuis son entrée. Ni lui ni Rinko n'ont dit un mot jusqu'à présent. Il crie après Kunon et lui dit d'arrêter de toucher à tous les matériaux, mais Kunon dit qu'il voulait juste voir la texture. Il demande au propriétaire quel type de fourrure c'est et on l'informe que c'est de la fourrure de renard noir, qui est extrêmement rare et difficile à obtenir. Maintenant que Kunon sait quelle est la texture de la fourrure, il crée tranquillement un renard noir, et le propriétaire du magasin est impressionné car il ne pensait pas que ce genre de choses était possible. Kunon s'excuse d'avoir rempli la marchandise du propriétaire du magasin sans demander la permission,
mais il aime juste collectionner autant d'échantillons de textures que possible pour rendre ses créations aussi précises que possible. Le propriétaire demande à Cunon s'il peut vraiment créer n'importe quoi tant qu'il connaît la texture, et après que Cunon l'a confirmé, les pensées intrusives de l'homme gagnent, et il finit par demander si Cunon peut reproduire la sensation de cuisse épaisse. Rinko crie immédiatement après l'homme pour avoir osé demander une question aussi vulgaire à Cunon, et l'homme réalise que c'était inapproprié, mais Cunon répond quand même et explique qu'il a déjà essayé avec Echo, mais il s'est fait gronder pour ça, donc il n'a pas eu beaucoup de pratique. Après cela, Rinko traîne Cunon hors du magasin et lui dit qu'ils devraient continuer leur voyage vers Durashik, laissant l'homme désolé pour ce qu'il a dit. Quelques instants plus tard, la Sainte et ses amis entrent par hasard dans le magasin de l'homme, et elles sont surprises de le voir tenir un renard noir car, d'après ce qu'elles savent, les renards noirs détestent être près des humains, mais l'homme les informe que ce n'est pas un vrai renard. En y regardant de plus près, la Sainte réalise que c'est un sort. Elle essaie de le toucher, mais elle finit par détruire le sort et renverser l'eau sur l'entrejambe de l'homme. Elle s'excuse pour son erreur, mais la Sainte n'avait jamais vu un sort comme ça auparavant, alors elle et son entourage demandent aux commerçants de rester immobiles pendant qu'elles examinent la magie résiduelle de l'eau qu'elles ont renversée sur lui. Compte tenu de son statut, l'homme n'a d'autre choix que de faire ce qu'elle dit, mais se faire toucher l'entrejambe par des adolescentes au milieu de son magasin n'était pas sur sa liste de choses à faire aujourd'hui. Plus tard, Cunon et Rinko arrivent enfin à l'école de magie, et la première chose à faire est de s'inscrire au dortoir, mais ils sont choqués d'apprendre que les dortoirs sont déjà complètement pleins. La réceptionniste, Lubel, l'informe que les étudiants étaient censés faire une demande de place en dortoir bien à l'avance, mais Éon n'a jamais mentionné quoi que ce soit de tel, donc Cunon n'en savait rien. Maintenant, lui et Rinko n'ont nulle part où loger, alors Rinko suggère qu'ils pourraient rester à l'hôtel, mais les hôtels sont assez chers à long terme, et Cunon aimerait économiser le plus d'argent possible pour pouvoir s'offrir tout article magique dont il pourrait avoir besoin, donc louer une maison est la meilleure option pour le moment. Heureusement, Lubel a justement une liste de propriétés locatives dans la région qu'elle garde sous la main pour les étudiants qui ne peuvent pas obtenir de place en dortoir, et grâce à son aide, à la fin de la journée, Cunon et Rinko ont trouvé une maison à louer. Pendant ce temps, à l'école de magie, le personnel présente une liste des candidats de cette année à quelqu'un dans une pièce noire comme du charbon, et il semble particulièrement intéressé par Cunon pour une raison quelconque. Le lendemain, il est temps pour Cunon de passer son examen d'entrée, mais on informe à Rinko que seuls les étudiants sont autorisés à entrer, donc elle va devoir l'attendre dehors. Rinko essaie de soudoyer Lubel avec un peu d'argent pour qu'elle ferme les yeux, mais ça ne marche pas, donc elle finit par devoir attendre pendant que Cunon entre pour passer son test. Pendant qu'il attend avec les autres candidats, ils ont tous l'air vraiment perplexes par le fait qu'il porte un masque pour les yeux. Cunon crée son œil magique pour pouvoir observer ses camarades candidats, et ils ont tous des caractéristiques cachées intéressantes. Mais Cunon est particulièrement intéressé par la fille là-bas parce qu'elle semble spéciale. Il s'approche d'elle et lui demande si elle est par hasard la sainte du royaume sacré, ce qu'elle confirme, mais elle ne comprend pas pourquoi Cunon lui parle puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Cunon dit qu'il veut juste lui parler parce qu'elle est le premier magicien de l'élément lumière qu'il voit dans la vraie vie, et il veut en apprendre le plus possible à ce sujet. La sainte ne pense pas qu'il soit utile de satisfaire la curiosité de Cunon, car elle croit que la magie de lumière est supérieure à toutes les autres formes de magie, donc en tant que mage d'eau, il n'y a rien qu'il pourrait apprendre d'elle. Cependant, après qu'elle ait dit cela, les autres la regardent avec confusion car il n'y a pas de hiérarchie entre les différents types de magie. La sainte réalise qu'elle a peut-être eu tort et s'excuse, puisqu'elle ne faisait que répéter ce qu'on lui avait dit au temple. Pendant qu'elle a leur attention, elle s'excuse par avance auprès de tout le monde parce qu'on lui a dit qu'il lui manquait beaucoup des émotions qu'une personne normale aurait. Donc, même si elle parle simplement comme elle le ferait normalement, elle pourrait finir par les offenser involontairement. Elle explique que la raison pour laquelle elle manque d'émotions est due à l'effet de la cicatrice de héros qu'elle a héritée. Quand Cunon entend cela, il s'excite parce que cela signifie que lui et la sainte pourraient devenir des meilleurs amis handicapés. La sainte n'a toujours aucune idée de ce dont Cunon parle, mais à ce moment-là, le professeur responsable de l'examen d'entrée apparaît et dit à tout le monde de se préparer à commencer. Cunon jette un coup d'œil au professeur Soph, et au premier regard, il peut dire que cet homme est vraiment fort. Séphie est forte aussi, mais sa caractéristique est un peu décevante puisqu'elle a juste un tas de rats à ses pieds. Après s'être présentés, Soph et Séphie félicitent tous les quatre pour leur inscription à l'école de magie de Durashik. Les enfants sont tous choqués d'entendre cela parce qu'ils n'ont encore rien fait. Soph explique que dans cette école, vous êtes pratiquement assuré d'être admis tant que vous êtes un sorcier. La sainte est surprise d'entendre cela, car on lui avait dit que l'examen d'entrée était particulièrement difficile, mais Soph explique qu'ils disent cela juste pour rendre leur école plus compétitive. D'ailleurs, vu que tous les quatre ont des crestes magiques, ce qui est exceptionnellement rare, il n'y a aucune chance qu'ils ne soient pas admis à l'école. Cunon est un peu déçu car il a étudié très dur pour s'assurer de réussir le test, mais Soph l'informe qu'ils passeront quand même un test, donc ses efforts n'ont pas été complètement gaspillés.
Il y a 3 cours différents ici. Le premier niveau est connu sous le nom de fondamentaux, où les mages peuvent apprendre les bases de la magie s'ils sont novices. Le deuxième niveau s'appelle assisté par un enseignant, ce qui est à peu près juste des cours de magie réguliers, et le troisième niveau s'appelle recherche indépendante. Cela signifie essentiellement que vos compétences magiques sont déjà si avancées que vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que vous ne commettez aucun crime. Cunon est vraiment excité d'entendre cela, car l'idée de pouvoir faire de la recherche indépendante lui semble géniale. Mais Soph ajoute que la classe avancée ne convient qu'aux mages de haut niveau, donc y entrer et en sortir diplômé ne sera pas facile. Cunon est vraiment excité car il a hâte de voir quel genre de test on va lui donner, mais son optimisme semble vraiment ennuyer ses filles pour une raison quelconque. La première partie de leur évaluation est un test pratique, alors Soph demande à chacun de s'avancer l'un après l'autre et de partager le type de leur crest, son rang et le nombre de sorts qu'ils peuvent lancer. Le premier est Hank, alors il s'avance et informe tout le monde qu'il a un crest de feu à 2 étoiles et peut lancer 7 sorts. Soph lui demande ensuite de démontrer son sort le plus puissant, alors Hank lance un sort de chemin de feu. Cunon est impressionné car le sort de feu est peut-être basique, mais sa particularité est le fait qu'il suit un chemin que Hank trace en utilisant son énergie magique, donc ses applications sont infinies. Quand Hank a fini son sort, il a imprimé un motif en spirale sur l'herbe, et Soph lui dit qu'il a bien fait, alors il passe au candidat suivant. Le garçon s'appelle Ria, et il dit qu'il a un crest de vent à 2 étoiles. Il informe également tout le monde qu'il peut utiliser 8 sorts. Soph est impressionné, et il est secrètement en train d'encourager Ria puisqu'il a aussi un crest de vent, mais son évaluation dépend toujours de sa capacité à utiliser sa magie. Ria s'apprête à lancer son meilleur sort, mais avant de le faire, il prévient tout le monde de garder leur distance car son sort est un peu destructeur. Tout le monde recule, et Ria lève alors sa baguette vers le ciel, rassemblant des tonnes d'énergie magique avant de tirer une énorme rafale de vent sur le sol. Le sort qu'il vient d'utiliser était de la magie intermédiaire, et il repose sur le fait de puiser la magie du ciel pour créer une forte bourrasque de vent, ce qui est vraiment impressionnant pour Cunon. La candidate suivante est Reyes, alors elle informe tout le monde qu'elle a un crest de lumière à 3 étoiles et qu'elle peut utiliser un maximum de 5 sorts. Son meilleur sort est la magie de guérison, mais comme personne n'est blessé pour le moment, elle décide d'utiliser son deuxième meilleur sort, un sort de magie d'attaque par rayon de lumière. Cunon est stupéfait car une attaque de lumière comme celle-ci est pratiquement impossible à esquiver à moins d'éviter avant qu'elle ne lance le sort, et il aimerait voir de quoi d'autre la lumière de Reyes est capable, mais c'est à son tour de passer. Cunon s'avance et informe tout le monde qu'il a un crest d'eau à 2 étoiles, mais qu'il ne peut utiliser que 2 sorts, le sort de boule d'eau et le sort de bulle. Soph est surpris d'entendre cela, surtout parce qu'on lui a dit de rendre le test de Cunon particulièrement difficile. Cunon n'a aucune idée de quoi Soph parle, alors il explique qu'il a reçu 2 lettres de recommandation pour Cunon. L'une venait du grand mage de Hulia, et l'autre venait de Zéon. En entendant cela, tous les autres étudiants deviennent attentifs car ils ne savaient pas que Cunon était impliqué avec un mage aussi célèbre. Cunon est surpris qu'ils connaissent tous Zéon, mais Soph l'informe que pratiquement tous les mages dans le domaine de l'éducation savent qui est Zéon. Il se trouve que Séphie a une histoire un peu mouvementée avec Zéon, ce qui explique pourquoi elle est hostile à Cunon en tant qu'élève de Zéon. Quoi qu'il en soit, puisque Zéon est celui qui a demandé que la difficulté du test soit augmentée, Cunon dit que ça lui va. Alors Soph commence et lance une barrière de vent autour de lui, disant à Cunon qu'il doit trouver un moyen de le vaincre comme ça. Les autres pensent que c'est un défi impossible puisque Cunon ne connaît que la magie d'eau élémentaire, et les sorts d'eau sont facilement repoussés par la magie de vent, donc il devrait être impossible pour Cunon d'atteindre Soph comme ça. Cependant, Cunon regarde juste Soph avec déception parce qu'il pensait qu'il allait avoir plus de défis. Soph pense que la confiance de Cunon est intéressante, mais il lui dit de d'abord réussir le test s'il veut se plaindre que c'est trop facile, à moins bien sûr qu'il ne bluffe. Cunon ne peut pas se permettre de perdre la face devant Reyes puisqu'il essaie toujours de devenir ami avec elle, alors il accepte le défi de Soph et commence par créer des douzaines de bulles tout autour de Soph. Soph est impressionné que Cunon puisse en créer autant, mais il pense que c'est inutile car des bulles comme ça ne pourront jamais traverser la barrière. Cependant, Cunon n'a pas fini et procède à multiplier le nombre de bulles tout en les rendant rouges et en les faisant tourbillonner autour de la barrière de Soph. Maintenant, si Soph dissipe la barrière, il sera emporté par les bulles, mais il ne pense toujours pas que cela suffise, alors il dit à Cunon qu'il va devoir élever son niveau. Cependant, Cunon crée tranquillement une chaise d'eau pour lui-même et dit à Soph que la bataille est déjà pratiquement terminée. Cunon peut maintenir son vortex de bulles pendant 2 jours d'affilée s'il le faut, et il n'y a pas de limite de temps, donc ça lui va parfaitement d'attendre que Soph soit à court d'endurance. Après tout, avec un sort comme ça, Soph doit consommer pas mal de ses réserves de mana, donc Cunon prédit qu'il ne pourra tenir que pendant une demi-journée au maximum. Bien que Soph déteste l'admettre, Cunon a gagné ici, alors il concède sa défaite, et Cunon dissipe le vortex de bulles. Dès qu'il a fini, Cunon se retourne vers Reyes et commence à lui demander de lui montrer plus de sa magie.
Comme cette partie de l'examen est terminée, Soph déplace tous les élèves dans une salle de classe, et Cunon continue d'embêter Reyes pour qu'elle lui montre sa magie. Il l'invite même à un rendez-vous pour manger un parfait pour l'intéresser, mais Reyes refuse car elle n'a aucun intérêt à montrer sa magie. Soph attire l'attention de tout le monde et dit à Cunon d'arrêter de flirter avec Reyes parce que c'est l'heure de l'étape suivante de l'examen, et il est important qu'il ne trouble pas la tranquillité d'esprit de Reyes avant l'entretien. Cunon dit qu'il comprend, et Séphie procède en appelant Hank comme premier étudiant à être interviewé. Pendant que Hank est parti, Cunon demande à Soph en quoi consistent les entretiens, mais Soph n'a pas vraiment de réponse à cela car le sujet change beaucoup selon le candidat, donc il va juste devoir attendre et voir. Dans ce cas, Cunon pose quelques questions à Soph sur la magie de vent pendant qu'il attend son tour pour être interviewé, et Soph n'y voit pas d'inconvénient, alors il dit à Cunon d'y aller. Une fois que tous les autres ont été appelés pour leurs entretiens, Soph demande à Cunon ce qu'il avait l'intention de faire si le test précédent avait finalement eu une limite de temps. Cunon dit que s'il n'avait pas eu l'option d'attendre que Soph s'épuise, il allait essayer de fusionner ses bulles avec la barrière de Soph pour prendre le contrôle du vent. Soph lui demande s'il pense vraiment que c'est possible, car il n'a jamais entendu parler d'une technique comme celle-ci auparavant. Mais même si Cunon ne l'a jamais essayé auparavant, son instinct lui dit que ça devrait marcher, puisque prendre le contrôle d'un sort de l'intérieur devrait naturellement être plus facile qu'essayer de le faire de l'extérieur. Personnellement, il pense que la magie d'eau est la plus polyvalente car elle est capable de pénétrer la plupart des matériaux, mais il ne peut pas prétendre qu'elle est la plus forte car il n'a pas encore compris les détails de comment faire. C'est maintenant l'heure de l'entretien de Cunon, alors Séphie apparaît pour le conduire à la salle d'entretien. Mais quand Cunon arrive à la porte, il est un peu perplexe car ses sens magiques ne lui permettent pas de voir ce qui se trouve au-delà de la porte. Il demande à Séphie de lui décrire la pièce. Jusqu'à présent, elle avait honnêtement oublié que Cunon est aveugle, mais elle accepte et lui dit que ça ressemble un peu à la nuit là-dedans. Elle lui demande s'il veut qu'elle le guide à l'intérieur s'il ne voit pas là-dedans, mais Cunon lui assure qu'il se débrouillera tout seul et entre. C'est la première fois depuis longtemps que Cunon est vraiment aveugle, car même son œil magique ne peut rien voir ici. Mais un instant plus tard, son œil magique est dissous de force, et il se retrouve entouré de 7 figures. L'une des figures commence à s'approcher de Cunon pendant qu'elle parle de comment elle était autrefois le maître de Zéon, mais Cunon l'interrompt et lui demande de ne pas s'approcher davantage car il a une fiancée et ne veut pas s'approcher trop près d'autres femmes. La figure est confuse par cette réaction car on lui a dit que Cunon flirtait avec Reyes il y a quelques minutes, mais Cunon dit que ce n'était pas du flirt. Il voulait juste en apprendre sur la magie de Reyes, ce qui est totalement différent. La figure décide de changer de sujet et demande à Cunon s'il a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, à quoi Cunon répond en parlant de tous les types de magie incroyables qu'il a vu ses camarades de classe utiliser plus tôt dans la journée, et il prévoit de trouver un moyen d'incorporer ces sorts dans son propre arsenal dès qu'il rentrera chez lui. La figure dit qu'elle est satisfaite de la réponse de Cunon, donc il sera placé dans la classe avancée, ce que Cunon est très heureux d'entendre. Elle dit ensuite à Cunon que s'il réussit bien, elle pourrait même le prendre comme élève personnel. Mais avant même qu'elle finisse de parler, Cunon est déjà sorti car il n'était pas intéressé à écouter. Se faire ignorer comme ça a un peu piqué, mais la figure doit admettre que Cunon est vraiment spécial, car quand il est entré, il a essayé d'utiliser un sort qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Même s'il était incomplet, elle a hâte de voir ce que Cunon peut inventer d'autre. De retour chez Cunon, ses parents reçoivent une lettre de Rinko les informant que Cunon a réussi l'examen d'entrée avec succès et a été placé dans la classe avancée. Ils sont tous les deux très fiers des réalisations de Cunon, mais ils continuent de lire, et Rinko mentionne également que Cunon en a apparemment un peu trop fait pendant l'examen et a peint la pelouse en rouge avec du sang. Le père de Cunon se met immédiatement en rage parce qu'il n'arrive pas à croire que Cunon cause des problèmes comme ça dès son premier jour d'école. Il envisage de couper l'argent de poche de Cunon pendant un mois comme punition, mais il s'avère que l'école ne permet pas aux élèves de la classe avancée de recevoir de l'argent de poche de toute façon, donc ça n'a pas d'importance. Quand les élèves de la classe avancée apprennent cela, ils sont tous un peu inquiets car ils n'avaient aucune idée que l'école s'attendrait à ce qu'ils gagnent leur vie par eux-mêmes, et Reyes semble être particulièrement contre cette règle car elle se lève et dit à Soph que c'est inacceptable. Soph lui demande quel est le problème, alors elle lui dit qu'elle est venue ici pour faire des recherches sur la magie, donc elle n'a pas le temps de trouver comment joindre les deux bouts en plus de ça. Soph explique que le but ici est de les aider à devenir des mages de premier ordre, et il croit qu'à moins qu'ils ne soient capables de gagner de l'argent par eux-mêmes, ils ne peuvent jamais vraiment devenir de premier ordre, c'est pourquoi cette règle a été établie. Cela pose un problème important pour Reyes puisque ses dépenses mensuelles sont d'environ 1,5 million, et en plus de cela, elle doit payer les salaires de ses 2 servantes qui font également office de garde du corps, donc elle n'a aucune idée de ce qu'elle va faire. Ensuite, tout le monde est emmené dans les laboratoires privés qu'ils utiliseront pour mener leurs recherches. Comme Reyes vient d'apprendre qu'elle est essentiellement fauchée maintenant, elle devient nerveuse et demande à ses filles s'ils vont devoir payer pour cet espace ou quelque chose comme ça. Ses filles expliquent que le laboratoire lui-même est gratuit pour chacun d'eux, mais ils devront payer leurs propres matériaux de recherche de leur poche.
Ils sont également libres de travailler ou de paresser autant qu'ils le veulent, mais s'ils ne gagnent pas assez de crédits d'ici la fin du semestre, ils finiront par être rétrogradés dans la classe ordinaire. Les crédits sont gagnés en accomplissant des réalisations qui sont acceptées par un professeur, donc Séphie leur souhaite bonne chance à tous pour leurs études car ça va être difficile. Cependant, Cunon pense qu'il va très bien s'en sortir parce qu'il est déjà assis sur une montagne de droits d'auteur provenant de toutes ses publications avec Zéon, et s'il a jamais besoin de plus, il peut simplement gagner de l'argent en tant qu'ingénieur magique. Il demande ensuite à Reyes quel genre de travail elle voudrait faire avec sa magie, et lui demande si elle aimerait en discuter avec lui autour d'un dessert dans un salon de parfait, mais Reyes le refuse. Plus tard dans la journée, Cunon est de retour à la maison quand Rinko sort pour l'appeler pour le dîner, mais elle remarque qu'il a l'air un peu contrarié. Alors elle lui demande ce qui ne va pas. Cunon explique qu'il est triste parce que Reyes refuse continuellement ses invitations, peu importe combien de fois il demande, alors Rinko décide de lui donner un conseil. Elle lui dit qu'il doit être prêt à laisser tomber si Reyes continue de le refuser car insister trop est perçu comme impoli et ça ne fera que l'éloigner davantage. Cunon dit qu'il comprend, alors Rinko change de sujet et lui demande s'il va aller bien puisqu'il doit maintenant gagner de l'argent par lui-même sans argent de poche. Cunon sait exactement pourquoi elle pose cette question, alors il lui dit qu'il pourra toujours payer son salaire, donc elle n'a pas besoin de s'inquiéter, et Rinko est soulagé d'entendre cela. Cependant, tout le monde n'est pas dans une aussi bonne position que Cunon, car en ce moment même Reyes dîne avec ses servantes, et puisqu'il a été confirmé que Reyes n'a pas le droit de recevoir de l'argent ou de la nourriture de sa famille, elles sont dans une situation difficile. Une de ses servantes se sent mal et dit à Reyes qu'elle est prête à travailler sans salaire pendant un certain temps, et Reyes est heureuse d'entendre cela car cela réduirait le fardeau pour elle, mais la servante se rétracte un moment plus tard parce qu'elle a vraiment besoin de son salaire. Normalement, un mage dans cette position utiliserait simplement ses compétences magiques pour gagner de l'argent, mais Reyes n'a pas ce luxe parce que l'Église lui interdit explicitement d'utiliser sa magie de guérison à des fins lucratives, donc elle est plutôt coincée ici. Le lendemain, Reyes se traîne jusqu'à l'école et elle a l'air terrible car elle a passé la nuit à essayer de trouver comment payer ses dépenses quotidiennes, mais alors qu'elle traverse les couloirs, elle remarque un groupe d'élèves faisant la queue devant le laboratoire de Cunon. Elle demande aux autres ce qui se passe, alors ils lui disent que Cunon a récemment lancé une entreprise et que c'est un énorme succès. Il voit une fille qui a l'air très fatiguée payer Cunon pour une session de sommeil de 60 minutes, et après l'avoir inscrite, Cunon la conduit dans son laboratoire pour l'installer. Le reste des élèves attend avec impatience leur tour, mais malheureusement, Cunon a un espace de laboratoire limité et tous les créneaux sont complets. Alors il s'excuse et leur dit qu'ils vont devoir attendre 30 minutes de plus pour obtenir un créneau. Toute cette agitation attire l'attention de Soph et Séphie, alors ils viennent voir ce qui se passe, et ils sont honnêtement impressionnés par le succès de l'entreprise de Cunon. Soph demande à Cunon s'il pourrait expliquer ce qu'il a mis en place ici, alors Cunon l'informe que c'est un sanctuaire du sommeil. Il a rempli son laboratoire avec une douzaine de lits d'eau magiques, et comme ils sont si confortables, tous les étudiants qui souffrent d'insomnie due à la recherche peuvent obtenir un sommeil de qualité ici. Il a eu cette idée parce qu'il sait à quel point la recherche intensive peut perturber votre cycle de sommeil, c'est ainsi qu'il savait qu'il ne manquerait pas de clients pour son service, bien qu'il ne puisse servir que quelques personnes à la fois car l'espace est limité. Après avoir entendu le discours de Cunon, même Soph est conquis. Alors il promet d'obtenir plus d'espace de laboratoire pour Cunon, et en échange, il demande que Cunon permette au professeur de payer pour ses services puisque presque tout le monde ici est gravement privé de sommeil. Cunon dit qu'il se sentirait un peu coupable de facturer des professeurs pour quelque chose comme ça, mais Soph l'assure que ce n'est pas un problème car tous les professeurs seraient plus qu'heureux de payer. Ainsi, l'entreprise de Cunon gagne une reconnaissance à l'échelle de l'école, et tous ses clients n'ont eu que de bonnes choses à dire à propos de l'expérience après l'avoir vécue car elle les laissait totalement énergisés. Les bonnes critiques attirent un nombre infini de nouveaux clients, donc Cunon fait vraiment fortune, mais il semble y avoir quelques étudiants qui semblent avoir des vues sur Cunon parce qu'il est l'élève de Zéon. Plus tard dans la nuit, de retour chez Reyes, l'électricité a été coupée car elle ne pouvait pas payer la facture d'électricité magique, et elle commence à déprimer car elle n'avait aucune idée que la vie pouvait être aussi dure. Une de ses servantes suggère que Reyes devrait discuter de sa situation avec les professeurs, mais elle a déjà essayé, et on lui a dit qu'elle devrait aller demander conseil à Cunon puisqu'il semble être excellent en matière d'affaires. Elle ne veut pas faire ça parce qu'elle pense que Cunon est un bizarre, mais à ce rythme, si elle ne trouve pas un moyen de gagner de l'argent bientôt, elle va devoir se contenter de manger des sandwichs à l'eau, à la soupe et à l'air. Le lendemain, Reyes va rencontrer Cunon, et aussi humiliant que ce soit pour elle, elle le supplie de l'aider. Personnellement, elle ne voulait pas lui demander de l'aide parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pourrait exiger d'elle en retour, mais Cunon lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter de ça car il ne profiterait jamais de la vulnérabilité d'une amie. Il pourrait lui demander de lui rendre l'appareil un jour, mais il promet de ne faire aucune demande déraisonnable. Cela dit, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, il demande à Séphie de venir et d'agir comme témoin de leur discussion. Cunon est déjà au courant que Reyes a besoin d'argent,
Alors il demande pourquoi elle n'ouvre pas simplement une entreprise de guérison, puisqu'il y a des tonnes de gens qui paieraient pour guérir leurs blessures. Cependant, Reyes lui dit qu'elle ne peut pas faire ça parce qu'il est strictement contraire aux règles de l'Église d'utiliser son pouvoir de guérison sacré pour un gain personnel. Dans ce cas, Cunon cherche des alternatives, et il mentionne que certains chercheurs de l'école sont prêts à payer pour la collecte de données de recherche, mais apprendre à faire cela prendrait trop de temps compte tenu de la situation financière désastreuse de Reyes. Juste à ce moment-là, Cunon a une idée et demande à Reyes s'il y a des règles contre l'utilisation de sa magie de purification pour un gain personnel, et les restrictions de l'Église ne disent rien à ce sujet. Alors Cunon suggère qu'il pourrait travailler avec Reyes pour développer un objet magique. Séphie intervient à ce stade et dit à Cunon de ralentir un peu parce que bien qu'elle comprenne que Cunon essaie de faire quelque chose de gentil pour Reyes, les choses ont tendance à se compliquer quand il s'agit de droits de propriété partagés sur des brevets d'objets magiques, alors peut-être qu'il devrait réfléchir un peu plus à cela. Cunon dit que ça ne le dérange pas de laisser Reyes être la chef de projet puisqu'elle a besoin d'argent maintenant, et ils pourront régler les détails plus tard. Il demande à Reyes si elle accepte de travailler avec lui, mais ce n'est pas comme si elle avait vraiment le choix, alors elle lui dit qu'elle est partante, et Cunon est vraiment heureux d'entendre cela parce que ça signifie qu'il peut enfin expérimenter avec la magie de Reyes. Cunon demande un peu d'aide au professeur Shuria, une instructrice qui possède également l'attribut de la lumière, et il se trouve qu'il est en très bon terme avec elle car elle a beaucoup bénéficié de l'entreprise de sommeil de Cunon. Elle dit à Cunon qu'elle a réussi à obtenir la graine qu'il avait demandée, alors elle les lui remet, et quand Cunon ouvre la boîte, Reyes est surprise de voir qu'elle contient des graines de chichila. Le chichila est une herbe sacrée et elle est extrêmement précieuse, donc Cunon prévoit d'en faire pousser pour que Reyes puisse les vendre avec profit. Reyes lui dit que c'est impossible car les graines de chichila ne peuvent pousser que sur une terre sainte, mais Cunon a fait quelques recherches sur le sujet et apparemment la terre sainte est juste une terre qui possède naturellement la magie sacrée et la magie de purification, donc il s'est dit qu'il pourrait recréer le même effet en faisant utiliser à Reyes son sort de sanctuaire sacré. Shuria est également intéressé de voir si cela fonctionne. Alors ils se rassemblent tous pendant que Reyes lance le sort sous les instructions de Cunon, et un instant plus tard, une barrière de lumière sacrée se forme autour des graines, les faisant germer. Shuria et Cunon sont tous les deux ravis que l'expérience soit un succès, et Cunon commence à documenter avec enthousiasme tout ce qu'il a appris en observant la magie de Reyes. Voir Cunon si heureux fait réaliser à Reyes que toutes ces fois où il n'arrêtait pas de l'embêter, il n'essayait vraiment pas de flirter, il était simplement très impatient d'expérimenter avec sa magie. Cependant, ce n'est qu'à moitié vrai car si Cunon n'est peut-être pas intéressé par elle romantiquement, il ne rate jamais une occasion de faire des commentaires flirtants, donc au milieu du rapport, il remarque que Reyes le regarde fixement et lui demande si elle est tombée amoureuse de lui par hasard, mais Reyes le nie complètement. Cunon est soulagé que l'expérience ait fonctionné, car cela signifie que son investissement des 1 million n'a pas été gaspillé. Reyes demande de quoi il parle. Alors Shuria explique que les graines de chichila qu'ils ont utilisées coûtent 200 000 chacune car les étudiants doivent payer leurs matériaux de recherche, mais Reyes n'avait pas d'argent pour les payer, donc Cunon a utilisé 1 million de son propre argent pour financer l'expérience, et il prévoyait que Reyes le rembourse après la vente du médicament si l'expérience s'avérait être un succès. Cela signifie aussi qu'il était prêt à essuyer une perte si l'expérience s'avérait être un échec, et Reyes est très reconnaissante pour l'aide de Cunon, alors elle se tourne et le remercie sincèrement de prendre soin d'elle. L'étape suivante consiste à transformer l'herbe en médicament, alors Shuria aide en leur apprenant le processus de préparation, et avec un peu d'aide de la magie des bulles de Cunon, plusieurs pilules d'herbe chichila sont raffinées. Ils se rendent ensuite pour vendre le médicament, et Cunon aide Reyes à obtenir un contrat de vente pour 2 millions par lot, afin qu'elle n'ait plus à s'inquiéter de l'argent. Pour célébrer, Cunon décide d'inviter Reyes et ses servantes à déjeuner. Les servantes sont extrêmement reconnaissantes envers Cunon car, grâce à lui, elles peuvent enfin être payées à nouveau, et comme elles ont pratiquement jeûné ces derniers jours, Cunon leur dit qu'elles peuvent commander ce qu'elles veulent sur le menu parce qu'il veut faire quelque chose de gentil pour elles. Cependant, quelques heures plus tard, Cunon a l'air dégonflé parce que ce repas lui a finalement coûté 220 000. Il sait qu'il a dit qu'elle pouvait commander ce qu'elle voulait, mais il ne s'attendait pas à ce que les servantes commencent à commander du vin cher quand il a dit ça. Il prend cela comme une leçon pour être plus prudent quand il offre des cadeaux, mais alors qu'il se dirige vers son laboratoire, il remarque que Hank et Ria se tiennent devant sa porte. Il leur demande ce qu'ils veulent, et ils informent Cunon qu'ils sont également un peu coincés en ce qui concerne gagner de l'argent avec leur magie, alors ils espéraient que Cunon pourrait les aider. Au début, Cunon allait les ignorer, mais ils ont l'air d'avoir vraiment besoin de son aide, alors il leur dit qu'il les aidera en échange de quelques expériences avec lui. Plus précisément, il veut que Hank utilise sa magie de feu pour cuire du bacon, et il veut que Ria utilise sa magie de vent pour essayer de voler. Pendant ce temps, dans le sanctuaire du sommeil de Cunon, les 3 filles qui l'espionnaient se croisent, et elles réalisent immédiatement qu'elles sont toutes après lui, donc elles ne s'entendent pas bien. Un mois plus tard, Cunon dévoile sa dernière invention au professeur, et il explique qu'il s'agit d'une poupée de race en poil qu'il a fabriquée pour que ses clients qui font la sieste puissent la serrer dans leurs bras pendant leur sommeil.
Il l'a créé parce qu'on lui a fait savoir qu'il pouvait encore être difficile pour les gens de s'endormir, même sur son lit à eau, s'ils n'ont pas le bon type d'oreiller, alors il voulait résoudre ce problème. Il leur demande s'ils aimeraient l'essayer, mais Hank décline poliment parce qu'il a le sentiment que s'il tient cette chose, elle sera si douce qu'il ne voudra plus jamais la lâcher. Quoi qu'il en soit, il est temps pour le grand dévoilement de Cunon, alors il dit au revoir au professeur et se rend à la rencontre de ses clients fatigués. Pendant ce temps, Soph et ses filles parlent tous les deux de la façon dont tout s'est bien passé avec les nouveaux étudiants. Cunon a construit une entreprise incroyablement efficace et rentable. Reyes se débrouille plutôt bien toute seule, et Hank et Ria ont tous deux commencé à gagner une somme d'argent décente grâce à leurs expériences avec Cunon, donc la classe avancée de cette année semble vraiment prometteuse. Cela dit, Soph est certain que ce n'est qu'une question de temps avant que les factions rivales ne commencent à faire leur jeu, et juste au moment où il dit cela, ces 3 filles qui espionnaient Cunon se présentent à sa recherche. En apprenant que Cunon était déjà parti, elles s'excusent toutes pour l'intrusion et partent. Pendant ce temps, Cunon vient de dévoiler son dernier produit à ses clients, et tout le monde semble impatient de l'essayer, alors ils réservent toutes leurs sessions pour l'après-midi. Après avoir terminé de gérer toutes les réservations, Cunon se prépare à faire une petite pause. À ce moment-là, il sent l'odeur familière de Hank qui travaille sur le bacon à la magie de feu qu'il lui a demandé de faire. Alors il crée des escaliers d'eau pour descendre car il veut voir comment il se débrouille. Malheureusement, Hank a encore brûlé le bacon, comme lors des dernières tentatives, et il dit qu'il a vraiment du mal à le réussir car il n'a jamais fait ça auparavant. Cunon essaie de lui donner quelques conseils et lui rappelle que le bacon est meilleur quand il est cuit à feu doux et constant. Et Hank comprend cela, mais il n'est pas facile de maintenir une magie de feu à une température constante pendant longtemps. En entendant cela, Cunon se plonge un instant dans ses pensées, mais il en sort rapidement et dit à Hank qu'il doit juste continuer d'essayer jusqu'à ce qu'il maîtrise la technique. Il se dirige ensuite vers Ria pour voir comment se passent ses expériences de vol, et bien que Ria ait maîtrisé l'art de s'élever dans les airs, il n'a pas encore vraiment compris comment rester en l'air, alors il s'écrase au sol. Heureusement, Cunon est arrivé juste à temps pour le sauver avec un lit à eau, et il dit à Ria qu'il devrait probablement se concentrer sur l'apprentissage du vol stationnaire avant de se relancer dans les airs. À l'heure du déjeuner, Cunon demande au cuisinier d'utiliser le bacon préparé par Hank pour faire quelques sandwichs, et le cuisinier le fait, mais il demande à Cunon s'il est vraiment sûr de vouloir ça car tout le bacon qu'il a apporté était complètement brûlé. Cunon dit que ce n'est pas grave car ce serait dommage de laisser cette nourriture se perdre. Mais Hank va devoir souffrir avec lui puisque c'est lui qui a brûlé le bacon. Ria demande s'il peut aussi avoir un sandwich car il aimerait économiser sur ses frais de déjeuner, alors Cunon lui dit qu'il est plus que bienvenu pour se joindre à eux. Ensuite, il tombe sur Reyes, qui aimerait également participer à un déjeuner gratuit, alors ils s'assoient tous ensemble pour manger. Malheureusement, ils ont gravement sous-estimé à quel point le bacon était brûlé, et Reyes a failli s'étouffer à mort avec. Pendant ce temps, ces 3 filles attendent actuellement le retour de Cunon de sa pause déjeuner. Quand il revient enfin, elles se précipitent vers lui car elles veulent lui parler, mais les autres clients leur crient toutes de ne pas passer devant et leur disent d'aller au bout de la file. Les 3 s'excusent et attendent respectueusement leur tour, et quand c'est finalement à elles lui disent qu'elles aimeraient lui poser une question. Mais ensuite, elles remarquent la nouvelle publicité pour l'oreiller de Cunon, et dès que Cunon explique tout sur l'oreiller spécial qu'il a conçu, elles oublient complètement leur mission et décident de louer quelques heures de sommeil avec le package complet. Pendant ce temps, Hank est retourné à ses expériences sur le bacon, et comme Cunon le lui a suggéré, il met beaucoup plus d'efforts à maintenir la température de la flamme basse. Au même moment, Ria pratique sa stabilité en vol stationnaire, et Reyes travaille sur une nouvelle fournée d'herbes sacrées. Ses filles est contente que tout semble bien se passer, mais Reyes mentionne qu'elle ne comprend toujours pas en quoi le fait de leur faire gagner leur propre argent est censé les aider à se développer en tant que sorciers. Ses filles expliquent que des sorciers comme Reyes et les autres n'ont probablement fait que des expériences depuis leur jeunesse, et ils ont eu la chance de recevoir des financements de leur famille. Mais dans le monde réel, un sorcier peut se retrouver dans un besoin urgent d'argent, et si cela arrivait, il ne manquerait pas de personnes louches prêtes à profiter d'eux. Reyes comprend maintenant le but de la règle, et ses filles est contente de l'entendre. Mais à cet instant, elle se souvient que la saison du recrutement vient de commencer, alors elle demande à Reyes si quelqu'un l'a déjà approchée. À sa surprise, Reyes lui dit qu'elle n'a été approchée par personne, et il en va de même pour Cunon et les autres, ce qui semble étrange à ses filles car elle était certaine que les différentes factions se battraient avec empressement pour recruter de nouveaux membres. Techniquement, les différentes factions ont bien envoyé des recruteurs, mais ces recruteurs sont actuellement en train de faire la sieste, donc elles n'ont aucune idée de ce qui les retarde. Le lendemain, Cunon et les autres se retrouvent tous pour déjeuner afin de discuter de toute cette situation de faction, et d'après ce que Reyes a entendu, les factions sont des organisations d'étudiants de la classe avancée. Parmi elles, les 3 plus grandes factions sont la faction des capacités, la faction de l'harmonie et la faction de la rationalité. Ce sont fondamentalement des programmes d'entraide entre sorciers, et ils sont utiles lors de la réalisation d'expériences qui nécessitent beaucoup de monde.
même si la seule chose à laquelle Cunon peut penser est de travailler avec beaucoup de filles qui s'extasient devant lui. Les étudiants sont autorisés à choisir à quelle faction ils veulent adhérer, s'ils le souhaitent, et Hank a décidé de viser la faction de l'harmonie, mais les autres ne savent pas vraiment laquelle serait la meilleure pour eux. Pour l'instant, Cunon suggère qu'il devrait simplement commencer à manger les sandwichs au bacon d'aujourd'hui, et Hank semble assez fier de lui car il n'a pas brûlé cette fournée de bacon. Cependant, quand tout le monde prend une bouchée, bien que le bacon ne soit peut-être pas brûlé, il a toujours un goût affreux car il est bien trop salé, donc Hank doit travailler sa préparation. Plus tard, les différents chefs de faction découvrent que leurs recruteurs ont pratiquement passé toute la journée d'hier à faire la sieste au lieu de recruter, alors ils décident d'aller chercher Cunon personnellement. Ils se croisent par hasard dans les couloirs de l'école. Dès qu'ils se voient, ils peuvent immédiatement dire qu'ils sont tous là pour essayer de recruter Cunon. Alors pour rester courtois, ils décident de jouer à un petit jeu pour décider qui pourra parler à Cunon en premier. Pendant ce temps, dans le jardin, Hank travaille toujours sur ses méthodes de grillade. Mais il commence à s'essouffler car il fait cela sans arrêt depuis un moment maintenant. Cependant, Cunon lui rappelle que c'est lui qui a payé toute la viande que Hank a brûlée, ainsi que le salaire de Hank pour mener ses expériences, donc il n'a pas le droit de se plaindre. Hank ne peut pas vraiment discuter car tout ce que Cunon vient de dire est vrai, alors il décide de continuer à travailler. Entre-temps, Cunon vérifie comment se passe l'entraînement de Ria. Ria montre à Cunon qu'il a maîtrisé le vol stationnaire dans les airs, et Cunon est heureux de voir ses progrès, mais il est temps pour lui de passer à l'étape suivante. Cunon forme une bulle d'eau autour de Ria et lui demande d'essayer de voler maintenant. La bulle est là pour le protéger au cas où il percuterait un bâtiment pendant le test. Ria est vraiment impressionnée par la rapidité avec laquelle Cunon a pu concevoir un sort de bulle protectrice, et cela lui fait réaliser qu'il y a toujours de la place pour la progression. Dans sa ville natale, Ria était largement reconnu comme le meilleur mage qu'ils aient jamais vu en raison de la puissance de ses sorts, et il en était fier, mais il est douloureusement évident qu'il est loin d'être aussi compétent que Cunon. Pour l'instant, il doit se concentrer sur son amélioration afin de gagner de l'argent pour rembourser sa famille qui a réuni assez d'argent pour l'envoyer dans cette école. Il s'apprête à décoller, mais à ce moment-là, il entend une énorme explosion au loin, et lui et Cunon voient ce qui ressemble à une bataille magique de l'autre côté de la lisière des arbres. Les personnes qui se battent sont les 3 principaux chefs de faction, et ils sont tous désireux de gagner le droit d'être le premier à parler à Cunon. Ils sortent leurs sorts les plus puissants les uns contre les autres tout en se défendant des attaques de leurs adversaires pour voir qui peut tenir le plus longtemps. Cunon et Ria n'ont aucune idée de pourquoi il y a une bataille là-bas, mais Cunon pense que ça a l'air amusant, alors il aimerait essayer un jour. Pendant ce temps, Hank essaie toujours de perfectionner sa méthode de cuisson par magie de feu, et il réfléchit s'il doit augmenter ou réduire la chaleur pour obtenir un meilleur résultat. Mais ensuite, Cunon apparaît derrière lui et dit à Hank qu'il est déçu par le manque de souplesse de son processus créatif. Jusqu'à présent, la seule chose qu'Hank a faite a été d'augmenter ou de diminuer la température du feu qu'il crée, mais c'est ennuyeux à regarder. La raison pour laquelle Cunon a accepté de financer cette expérience était qu'il voulait voir une application créative de la magie de feu. Alors il dit à Hank qu'il doit commencer à sortir un peu des sentiers battus s'il veut trouver un moyen de surmonter cet obstacle. À ce moment-là, Soph appelle Cunon et lui demande de préparer d'urgence un lit à eau pour un professeur qui manque gravement de sommeil. Alors Cunon crée un ensemble d'escaliers d'eau et monte à la fenêtre pour aller aider. En voyant l'application de la magie de Cunon, transformer de l'eau liquide en escalier solide, Hank réalise qu'il n'a vraiment pas utilisé la magie de feu à son plein potentiel. Oui, il peut contrôler la chaleur de la flamme, mais il peut aussi contrôler sa couleur ainsi que son odeur, et cela lui donne une excellente idée. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas créer une flamme avec une odeur appropriée pour le bacon, et en allant un peu plus loin, il pourrait probablement ajouter des saveurs uniques à la viande elle-même avec une méthode comme celle-ci. Il se prépare à faire un dernier essai, mais avant qu'il ne puisse commencer, il est soudainement approché par l'un des membres de la faction de l'harmonie et on lui demande s'il veut adhérer. Au même moment, Ria passe actuellement son premier test de vol, mais voler est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait car il n'arrête pas de heurter des bâtiments. Il finit par s'écraser au sol, et pendant qu'il se remet, la recruteuse de la faction de la rationalité s'approche de lui et lui dit qu'il ne devrait pas essayer de contrôler le vent s'il veut voler. Elle dit qu'il devrait simplement guider le flux autour de son corps, et dès que Ria la regarde bien, il est complètement séduit. Un peu plus tard, le groupe se réunit pour le déjeuner comme d'habitude, et à leur grande surprise, les sandwichs d'aujourd'hui sont vraiment bons, alors il félicite Hank pour son excellent travail. Cunon mentionne qu'on pourrait même essayer de cuisiner autre chose que du bacon maintenant qu'il a maîtrisé la méthode, mais Hank a déjà une longueur d'avance sur lui. Il montre à Cunon qu'il a tout un plateau de viandes assorties grillées à la perfection. Cunon trouve cela vraiment impressionnant, mais il y a juste un problème, il n'y a aucun moyen qu'il puisse finir tout cela. Après que Cunon l'a souligné, Hank réalise qu'il s'est peut-être laissé emporter. Heureusement, ils ont pu vendre la viande au cuisinier car elle était de bonne qualité, et en prime, cela peut servir de modèle commercial personnel pour Hank, donc il peut enfin gagner de l'argent par lui-même. Alors qu'ils marchent tous dans les couloirs,
Reyes demande à Ria s'il a réussi à comprendre comment voler, et il confirme. Mais c'est surtout grâce à un conseil qu'il a reçu d'une étudiante plus âgée. Kuno est content de l'entendre car si Ria maîtrise le vol, il pourrait l'utiliser pour démarrer sa propre entreprise de coursier, et Ria est vraiment excitée. De plus, il informe tout le monde que l'étudiante plus âgée qu'il a mentionnée l'a invité à rejoindre la faction de la rationalité, et il prévoit d'accepter, mais pas du tout parce qu'il trouve la fille mignonne ou quoi que ce soit, ce serait stupide. Pendant qu'ils sont sur le sujet, Hank informe tout le monde qu'il a été invité à rejoindre la faction de l'harmonie, et Reyes a été invité à rejoindre la faction des capacités, mais elle n'est pas sûre de devoir accepter ou non. Après avoir appris que tout le monde a reçu des invitations, Kunon se demande pourquoi il est le seul à avoir été laissé de côté, mais il l'informe qu'il est en fait le centre de l'attention en ce moment. En fait, les chefs des 3 factions se battent toujours pour le droit de lui demander de rejoindre leur faction. Alors que la bataille touche à sa fin, Capacité est déclaré vainqueur, avec Harmonie en 2e et Rationalité en 3e. Puisque Bal est le premier à négocier, il décide de sortir l'artillerie lourde et appelle la plus jolie fille de sa faction pour essayer de la faire séduire Kunon. Plus tard, alors qu'il était dans la cour en train d'effectuer des tests de vol avec Ria, une fille nommée Ilia, de la faction des capacités, s'approche soudainement de lui. Après s'être présentée, elle demande à Kunon s'il aimerait rejoindre la faction des capacités. Il est clair qu'elle essaie de charmer Kunon pour qu'il accepte sa demande, mais ça ne marche pas sur lui car il se met à parler d'à quel point elle est mignonne. Kunon est immédiatement d'accord avec elle, et Ilia est contente d'avoir réussi à le convaincre, alors elle s'en va. Et une fois qu'elle est partie, Kunon retourne directement à ses expériences. Il demande à Ria d'essayer de l'éviter un peu plus haut, et Ria fait comme on lui a dit, mais un instant plus tard, une autre personne s'approche d'eux. Elle se présente comme elle va et dit qu'elle fait partie de la faction de l'harmonie, donc elle est là pour inviter Kunon à la rejoindre, et elle essaie également de le charmer. Kunon commence aussi à complimenter son apparence et est d'accord avec elle, alors elle va sourire et s'en va également. Mais dès qu'elle est partie, il l'oublie complètement et se retourne vers Ria pour lui rappeler de garder sa production de magie stable, sinon il perdra l'équilibre. Ria s'excuse et ajuste sa position, mais plus important encore, il demande à Kunon s'il est vraiment acceptable pour lui d'accepter de rejoindre la faction de l'harmonie alors qu'il a déjà accepté de rejoindre la faction des capacités. Mais Kunon ne voit pas le problème parce qu'il accepte toujours les demandes des jolies filles. Juste à ce moment-là, une autre fille vient à la rencontre de Kunon, et elle se présente comme Cassis de la faction de la rationalité, et elle met le charme à ses épées. Elle demande à Kunon de rejoindre sa faction, mais cette fois-ci, Kunon l'ignore complètement et dit à Ria qu'il est temps pour eux d'y aller, laissant Cassis sans voix. Ria est surpris car il ne savait pas que Kunon avait en lui d'être impoli avec une si jolie fille. Mais Kunon lui dit platement qu'il aurait accepté si une fille lui avait posé la question. Mais il pouvait dire que la personne là-bas était un mec, et il n'est pas de cette orientation. Juste à ce moment-là, Kunon et Ria croisent par hasard la fille de la faction de la rationalité, et elle se souvient que Ria a récemment accepté de rejoindre la faction de la rationalité, alors elle le remercie, puis elle se tourne vers Kunon pour lui demander s'il aimerait se joindre à elle, et bien sûr, Kunon dit oui sans hésiter une seconde. Ria n'arrive pas à croire que Kunon fasse vraiment ça, alors il va demander l'avis de Hank, et après avoir découvert que Kunon a accepté de rejoindre les 3 factions, il réalise que cela va se transformer en un énorme gâchis car même si les factions sont surtout pacifiques en ce moment, une fois qu'elles découvriront que Kunon a accepté toutes leurs invitations, cela ne manquera pas de provoquer un conflit. Pendant ce temps, dans le bâtiment de la faction des capacités, Bal organise une fête pour célébrer le fait qu'Ilia a convaincu Kunon de rejoindre leur guilde. Il lui dit qu'elle a fait un excellent travail, et tout le monde l'acclame. Mais tout à coup, les portes de la salle s'ouvrent brusquement alors que les membres de la faction de la rationalité font irruption, et Elva commence immédiatement à accuser Ilia de mentir sur le fait d'avoir fait rejoindre Kunon à la faction des capacités. Bal n'a aucune idée de ce qui se passe, alors le chef de la faction de la rationalité s'excuse et explique qu'il y a un petit problème. Ils étaient tous tombés d'accord sur l'ordre dans lequel les factions pourraient tenter de recruter Kunon, et l'hypothèse était qu'après que Kunon en ait accepté une, il rejetterait naturellement les autres. Mais il s'avère que Kunon a accepté les 3 invitations, même s'il a techniquement rejeté l'invitation d'Elva, mais il a fini par accepter lors de la 2e tentative. Quelque chose comme ça ne s'est jamais produit auparavant, donc les chefs de faction ne sont pas sûrs si Kunon est réellement sérieux au sujet de rejoindre les 3 factions ou s'il disait simplement oui pour se débarrasser d'elle, et la seule façon pour eux de le savoir est de lui demander en personne. Pendant tout ce temps, Kunon dort profondément dans son lit, sans aucun souci au monde. Pendant ce temps, de retour dans le royaume de Hulia, la princesse Mérika a fait beaucoup de progrès dans son entraînement en tant qu'épéiste, et elle est maintenant assez forte pour tuer seule un ours dans la forêt. Non, je rigole. Combattre un ours n'est pas exactement facile, alors elle se fait arracher son épée des mains en quelques secondes, et il s'apprête à la déchiqueter, mais à la dernière seconde, il a été éliminé par son frère, Lel. Il la félicite pour son courage car si elle n'avait pas occupé l'ours aussi longtemps, il n'aurait jamais pu lui porter le coup de grâce.
Il lui dit qu'elle fait de l'excellent travail en tant que vice-capitaine du groupe des ours sauvages. Mais Mirika n'est pas du tout contente de la tournure des événements car elle a encore beaucoup de chemin à faire. Plus tard dans la nuit, Mirika retourne au château, et toutes les servantes ont commencé à jaser à son sujet parce qu'elle part et revient tard le soir, mais personne ne sait où elle va. Mirika est accueillie par sa servante personnelle, et on l'informe qu'un message est arrivé pour elle de l'école supérieure pour nobles, et il s'agit de son examen final. Mirika a un air sévère sur le visage car elle sait à quel point l'examen final va être sérieux. Mais ensuite, Laura l'informe qu'il y a aussi une deuxième lettre pour elle, et dès que Mirika réalise qu'elle vient de Cunon, tout son sérieux est remplacé par une pure joie. Elle se prépare immédiatement à lire la lettre de Cunon pendant que Laura lui prépare une tasse de thé. Et dès qu'elle commence à lire, elle découvre que Cunon a fait beaucoup d'expériences magiques depuis son arrivée à Durashik, y compris quelque chose sur la fabrication de bacon avec de la magie de feu, ce qui est très bien. Mais ensuite, elle arrive à la partie où Cunon mentionne Reyes, et Mirika se fige en réalisant que Cunon s'est fait une amie. Cela l'inquiète beaucoup, mais elle va devoir avoir confiance en Cunon et croire qu'ils ne rompraient jamais leurs promesses. Le lendemain, à Durashik, pendant que Cunon prend son petit déjeuner, Rinko lui dit qu'elle veut faire un registre de toutes les dépenses du ménage, donc elle aimerait qu'il fournisse un compte détaillé de toutes ses dépenses d'achat. Cunon n'est pas vraiment contre l'idée, mais il demande pourquoi elle a besoin de son mémo d'achat, alors elle explique qu'un compte détaillé des revenus et des dépenses est vital lorsqu'on veut gagner de l'argent. Elle demande à Cunon ce qu'il fait de tout l'argent qu'il gagne avec son entreprise à l'école, et il lui dit qu'il jette le tout dans un tiroir et l'oublie jusqu'à ce qu'il ait besoin de l'argent. Rinko demande s'il a au moins encore les reçus des choses qu'il achète, mais Cunon ne garde pas ce genre de choses. Cependant, il mentionne qu'il a l'habitude d'écrire des choses chaque fois qu'il achète quelque chose, donc il a probablement un livre rempli de rapports de dépenses. Mais il n'a aucune idée d'où il se trouve pour le moment, alors Rinko lui dit d'aller le chercher. Plus tard dans la journée, Cunon arrive à l'école, et dès qu'il entre dans la pièce, il trouve Reyes en train de manger un sandwich. Il reconnaît immédiatement l'odeur comme étant celle des sandwichs au bacon de Hank, et il a hâte d'en essayer un lui-même. Mais sorti de nulle part, Hank et Ria attrapent tous les deux Cunon, lui disant qu'il doit se cacher. Cunon ignore leur inquiétude et demande à Hank s'il a d'autres sandwichs, ce que Hank confirme, mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Tous les chefs de faction sont dans une grande agitation en ce moment parce que Cunon a accepté de rejoindre les trois, et qui sait ce qui va se passer une fois qu'ils le trouveront. Alors Ria lui dit qu'il doit se cacher, mais malheureusement, il est déjà trop tard car les membres de la faction l'ont repéré. Ils lui disent qu'ils aimeraient discuter amicalement avec lui, et comme ce sont toutes des filles, Cunon reste complètement inconscient de leur intention hostile et accepte de les suivre partout où elles veulent. Mais avant cela, il veut vraiment goûter les sandwichs de Hank. Cunon s'assoit à la table et prend une bouchée d'un des sandwichs, et il adore absolument la nouvelle recette utilisée par Hank. Mais Hank et Ria n'ont aucune idée de comment Cunon peut ignorer tous les regards hostiles derrière lui, tandis que Reyes, de son côté, s'en fiche tout simplement. Elle est beaucoup plus intéressée par les variantes de sandwich au poisson qu'Hank a faites, et Cunon dit qu'il aime aussi le poisson. Mais comme Durashik est si loin de l'océan, ils ne reçoivent pas beaucoup de livraisons de poissons frais ici. En fait, les seuls qu'ils reçoivent viennent de magiciens de glace itinérants qui congèlent le poisson pour le vendre lors de leur voyage de temps en temps. Mais trouver des gens comme ça est un événement rare. Ria demande s'il serait possible d'élever le poisson ici dans la ville, et Cunon n'en est pas vraiment sûr, mais il lui dit qu'elle est libre de faire des recherches sur le sujet. Elle lui demande s'il serait prêt à l'aider si cela s'avère possible. Et Cunon accepte immédiatement parce que cela semble faire une expérience vraiment intéressante. Et Reyes est heureuse d'entendre cela. Mais les membres de la faction s'impatientent, alors ils le tirent par les bras et commencent à entraîner Cunon ailleurs. Il est finalement amené à la base de la faction des capacités, et il est émerveillé car il n'avait aucune idée qu'il y avait un château comme celui-ci sur le campus. Il est conduit dans une pièce où les représentants des trois factions l'attendent, et dès qu'il rencontre Cunon, la première chose qu'ils font est de se présenter. Bal s'excuse auprès de Cunon de l'avoir traîné ici alors qu'il n'est encore membre officiel d'aucune faction, mais la situation exigeait une action immédiate. Et pendant qu'il dit cela, Cunon remarque que Bal a une énorme bulle noire derrière lui comme caractéristique spéciale, mais il ne sait pas trop quoi en penser. Quant à Lulu, il a un arbre sombre et ombragé derrière lui, et c'est la première fois que Cunon voit quelqu'un avec une caractéristique végétale. Il regarde ensuite Chilto, et elle a un orage qui fait rage au-dessus de sa tête. Mais Cunon s'en fiche parce qu'il est beaucoup plus intéressé par le fait que l'un des chefs de faction est une fille. Alors il se dirige immédiatement vers elle et commence à flirter avec elle. Cela stupéfie tout le monde car il savait que Cunon était plus gentil avec les filles, mais il ne réalisait pas qu'il était un tel playboy. Sandra s'énerve et dit à Cunon qu'il doit prendre ça au sérieux parce que c'est lui qui a causé tout ce gâchis en premier lieu. Mais quand Cunon se tourne vers elle, il remarque que sa caractéristique spéciale est un banc de poissons, alors il suppose qu'elle doit être une mage de l'eau, et il procède à l'inviter à prendre le thé pour qu'ils puissent parler de magie ensemble. Et Sandra commence à réaliser que Cunon est un peu bizarre. Pour avancer,
Lulu pense que les choses se passeront plus facilement si Shilto fait toute la conversation à partir de maintenant puisque Kunon ne semble prêter attention que quand une fille lui parle. Alors elle dit à Kunon qu'elle a une question qu'elle aimerait lui poser. Kunon dit qu'il serait plus qu'heureux de répondre à toutes ces questions autour d'un thé, et les autres sont contents qu'ils arrivent enfin à avancer avec lui. Ils se déplacent tous ensemble vers le hall principal, mais en chemin, Kunon tombe sur Geneviève et panique instantanément parce que Geneviève a Sadiko lui couvrant la bouche comme caractéristique spéciale, ce qui est la chose la plus effrayante que Kunon ait jamais vue. Quelques minutes plus tard, Kunon réussit à atteindre le hall principal et s'assoit avec les chefs de faction pour prendre le thé. Bal lui demande de clarifier quelle faction il a l'intention de rejoindre. Mais Kunon est encore trop préoccupé à penser à quel point Geneviève avait l'air effrayant pour répondre. Cependant, quand Shilto pose la même question, il sort de son train de pensée et dit qu'il va rejoindre sa faction. Ou du moins, c'est ce qu'il aimerait dire. Mais il a déjà accepté les invitations aux 3 factions, et il déteste rompre les promesses. Alors il dit qu'il prévoit de rejoindre les 3 factions en même temps, et il est complètement sérieux à ce sujet. C'était la fin de l'épisode 11. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.